Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis ravie d'inaugurer cette concertation aujourd'hui sur un projet qui est emblématique, en tout cas pour les transports en commun. Je voulais d'abord saluer les personnes qui sont à mes côtés ce soir. Donc j'excuse le maire de Lyon qui ne devrait pas tarder, qui a été retenu par une urgence et qui nous accueille bien volontiers dans sa ville et qui interviendra. Nous avons monsieur Rantonnet, maire de Francheville, monsieur Charmeau, maire de Tassin, et monsieur Dapassano, vice-président en charge des mobilités à la métropole de Lyon, qui représente le président David Kimmelfeld. Je salue tous les élus présents nombreux, les représentants d'associations. Je salue notamment monsieur Aymon, qui est élu avec moi au Citral, et tous ceux qui arriveront. Et voilà, l'enjeu, c'était aujourd'hui de pouvoir aborder cette concertation en présence de nos deux garants, monsieur Ruiscart et monsieur Briand. Voilà, de démarrer cette concertation pour un beau projet. Avant de rentrer dans le projet, c'est 2 mois pour vous informer, surtout pour participer. Et donc, comme vous avez pu le voir à l'entrée, il y a des dossiers de concertation, les synthèses de ces dossiers, un certain nombre d'outils pédagogiques, on verra après une plateforme. Exactement. Mais voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir échanger, participer sur ces projets emblématiques de mobilité et d'accroche territoriale. Si vous voulez bien, Madame la Présidente, on va essayer de préciser un peu quel va être le déroulé de cette soirée. D'abord, un des objectifs quand même essentiels, c'est de dire de quoi parle-t-on. Très souvent, dans ces situations-là, il est essentiel que nous ayons la même connaissance du dossier pour pouvoir, effectivement, dans le processus, ça on y reviendra, qui va s'étaler, vous l'avez dit, sur 2 mois, avoir des contributions participatives qui soient actives et qui soient fondées sur des informations tout à fait précises. Donc, dans un premier temps, vous nous présenterez, Madame, avec Monsieur Munier, vous nous présenterez c'est quoi ce projet de ligne de métro Peut-être préciser juste que, voilà, Monsieur Munier fera une présentation, mais je voulais donc le saluer comme directeur du projet et saluer toute l'équipe qui est présente, qui est très mobilisée et qui est présente aussi parmi nous. Je pense à Armelle Gauthier qui est chef de projet, Anne Clabot, alors je ne sais plus où elle est, mais Florent Jeunette et Jérémy de Rortray. Donc voilà, ce sont les forces vives mobilisées quasiment 24 heures sur 24 aujourd'hui dans le cadre de cette concertation. Voilà, un travail d'équipe effectivement. Donc qu'est-ce que c'est que ce projet très précisément dans son état actuel d'avancement, puisqu'il va évoluer effectivement, sinon on ne serait pas là ensemble ce soir. Rappelez que c'est un projet qui est d'abord fait au bénéfice des habitants. C'est vraiment une des idées clés dans la façon dont il est pensé et réfléchi, et toute la concertation devrait nous aider à faire qu'il réponde le mieux aux besoins des habitants. Mais c'est aussi un projet au service d'un territoire. Les mairies qui vont accueillir cette ligne de métro font partie d'un ensemble beaucoup plus large, et donc c'est aussi un projet de territoire, et nous évoquerons les enjeux pour ce territoire, et nous terminerons la soirée, si vous le voulez bien, en vous rappelant les règles de concertation, comment ça va se passer, quels sont les différents rendez-vous auxquels vous êtes conviés, comment vous pourrez vous y inscrire. Et comme c'est un temps d'échange, il me semble toujours très important de poser, si vous voulez bien, quelques règles sur lesquelles nous avons une sorte de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de dialogue, on est dans une logique d'écoute mutuelle, tout ne va pas se décider, pas grand-chose d'ailleurs ne va se décider ce soir, mais c'est important que l'on s'entende, que l'on s'écoute. Nous avons besoin bien sûr de vos contributions, de vos points de vue, de vos avis, c'est important. On verra qu'il y a différentes modalités pour le faire, et puis logique effectivement importante de respect mutuel les uns et les autres. Alors, sur les modalités, si vous voulez bien, de la concertation. D'habitude, généralement, l'animateur, il dit si vous pouvez éteindre vos téléphones, ça serait sympa, mais là, c'est l'inverse. On va vous demander d'utiliser vos téléphones. Nous allons utiliser un outil interactif qui s'appelle Bicast, et ça a un avantage absolument énorme, c'est que ça va nous permettre de recueillir un maximum de contributions. Votre expérience, sans doute, montre que, généralement, dans un débat comme ce soir, on peut donner la parole à 15, 20, 25 personnes au grand maximum. Là, on va la donner, bien sûr, vous la donnez, mais en même temps, on va pouvoir recueillir votre avis. Donc voilà une méthode relativement simple. Première chose, vous vous connectez sur le réseau Citral. Allez, on essaye, on y va. Ensuite, vous allez voir, on va vous demander votre nom. Votre prénom, on va vous demander une adresse de mail valide. C'est important que vous la notiez parce que ça va vous permettre ensuite
d'accéder à l'application qui est indiquée ici, qui s'appelle donc bicast.com/métro-E. Et après, vous allez arriver directement sur une page, vous allez pouvoir faire part de vos questions, bien sûr, de vos avis. Et vous l'avez compris, j'espère qu'elles seront très nombreuses. On ne pourra pas toutes les prendre, mais je crois qu'on peut dire, Madame la Présidente, qu'on s'engage à ce qu'elles soient recueillies. Vous les retrouverez sur une plateforme qui est mise à votre disposition depuis quelques jours. Vous avez aussi vraiment un excellent dossier de concertation dans lequel, à sa lecture, vous aurez déjà des éléments, des réponses qui sont apportées. Mais si vous ne l'aviez pas, on s'engage à vous apporter ces réponses. Alors, eh bien, écoutez, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Sinon, mais de toute façon, alors, s'il y avait des problèmes trop importants en matière d'ondes brouillées, comme vous dites, on a quand même 2 micros dans la salle et on pourra effectivement partager des points de vue de chacun, mais il faut essayer d'utiliser l'outil pour... Ok, ben on va trouver une solution, cher monsieur. Alors, vous avez évoqué, madame, pour en terminer dans cette phase de présentation, la présence de 2 garants. Je rappelle que cette démarche de concertation est accompagnée par eux, conformément aux prescriptions de la CNDP. Ils ont donc été nommés par la CNDP. Mais peut-être, je vais vous laisser, monsieur Briand, présenter un peu qui vous êtes et votre rôle. Ouais, bon, oui, bonjour à tous. Donc, je suis Lucien Briand, nommé par la CNDP en juillet suite à la saisine du Citral, qui est venu avec ce projet. La CNDP s'est prononcée sur le besoin de faire une concertation préalable avec garant et nous a nommé donc Jean-Claude Ruiscart et moi-même comme garant pour cette concertation. Alors, comme ça a déjà été un peu dit, une concertation, l'objectif c'est à la fois d'informer et de recueillir les avis. Nous, notre rôle de garant, il est vraiment là-dessus. On n'est pas du tout là pour juger du fond. On n'est pas là pour dire ce projet il est bien ou il n'est pas bien, on devrait aller plutôt à droite ou plutôt à gauche. On est là vraiment pour s'assurer que les modalités qui ont été définies avec le Citral et qui vont être mises en œuvre pendant ces 2 mois de concertation permettent le bon niveau d'expression, ont été définies de la bonne façon, que les modalités qui ont été imaginées lors d'une phase préparatoire qu'on a menée depuis septembre à peu près, donc ça fait déjà quelques mois, que toutes ces... Voilà, que disons, ce qui a été imaginé permettra de faire ressortir ce qui doit ressortir. Nous, en tant que garant, on va également s'assurer que les principes de la CNDP sont respectés. Et à ce titre-là, je vous encourage justement à participer de toutes les façons que ce soit aujourd'hui ou via les autres modalités dont on pourra discuter plus tard. Voilà, alors je rappelle que vous allez être observateur très attentif et en fin de réunion, on vous demandera, alors je ne sais pas si c'est un billet d'humeur, mais de nous faire un petit travail de restitution par rapport effectivement à ce que vous venez d'évoquer, monsieur, nous dire comment vous avez perçu la façon dont nos échanges se sont passés. Voilà, alors peut-être que madame la présidente, pour commencer... je pense que tout le monde ici connaît parfaitement bien le Citral. On sait que vous êtes une autorité organisatrice de transport, mais je pense qu'on pourrait prendre quelques minutes pour bien le positionner, parce que vous jouez un rôle clé finalement dans la mise en œuvre de la politique de transport sur nos territoires. Oui, le Citral est l'autorité de transport, c'est-à-dire que concrètement, elle définit l'offre de transport, donc pilotée effectivement par un comité syndical avec des élus qui représentent les territoires. Et donc, elle définit l'offre de transport, elle prévoit et elle organise l'investissement avec les travaux d'infrastructure, nouvelle ligne de tramway, nouvelle ligne de métro. Elle est propriétaire de tout le patrimoine, les bus qui roulent, les rames de métro, les rames de tramway, les voies ferrées, les ponts, tous les ouvrages d'art sur lesquels nous pouvons circuler. Et donc, bien évidemment, tout l'enjeu, c'est de définir une politique de développement à la fois de l'infrastructure et puis de l'offre au quotidien, puisque l'offre de transport se réadapte 2 fois par an avec des nouveaux renforts d'offres, plus de bus, des déviations, des modifications d'arrêt. Et donc pour faire ça, elle pilote plusieurs réseaux, c'est l'histoire qui le veut, un réseau TCL, un réseau Quart du Rhône, et un réseau Libellule sur Villefranche, Quart du Rhône, Nouveau-Rhône, et le réseau TCL, le plus intégré, celui qui est sur l'interface de la métropole, de la CCEL et des 6 communes de l'Ouest lyonnais, on le voit bien ici, piloté par un certain nombre de délégataires. Alors pour TCL, c'est Keolis qui opère au quotidien, et puis pour Quart du Rhône, nous avons Transdev, nous avons également Autocar Planche,
Nous avons également Berthelay, carte postale. Et puis, il y a 2 services également. Il y a Optibus, parce que nous sommes un réseau très mobilisé sur l'accessibilité. Et notamment, Optibus permet d'avoir un service de transport à la demande pour les personnes atteintes d'un handicap, hein. J'allais dire, de palier à lieu de rendez-vous. Et puis, un contrat de concession que nous avons repris du Conseil général à la création de la métropole, Rhône Express, qui permet de relier le cœur de la métropole et notamment le cœur du 3e arrondissement directement à l'aéroport avec ce service de tramway en moins de 30 minutes. Ce qui est important, madame, c'est qu'effectivement, vous avez finalement une couverture territoriale qui est au niveau du département, ce qui est un niveau de maillage très intéressant qui permet de coordonner les politiques à différents échelons. Parfaitement, c'est près d'1,7 million d'habitants qui sont concernés sur le périmètre, près de 300 communes, hein, 278 pour être exact, qui sont couverts sur l'ensemble du secteur. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'agrafer les territoires et de faire en sorte que tous ces réseaux maintenant s'interconnectent, que les délégations que nous avions reçues, hein, notamment en exploitation du Rhône, eh bien, puissent être mieux maillées, mieux coordonnées avec le réseau TCL et avec le réseau Libellule. Un 3e élément, ce qui fait un peu votre ADN, ce qui fait la personnalité, si j'ose dire, du Citral. Écoutez, ce qui fait l'ADN, la personnalité du Citral, c'est vraiment d'avoir une vision globale de territoire et de développement des mobilités. En 2018, on fêtait les 40 ans du métro. Et donc on voit aujourd'hui qu'on est avec 4 lignes, une prolongation du métro B. Il y a la volonté effectivement de desservir, de répondre à plusieurs usages. Bien sûr, les habitations, les lieux de vie, également les lieux d'activité économique. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de penser les mobilités de manière bien sûr globale et de les penser en amont. Pendant longtemps, puisque la voiture a été reine quand même, on a installé des habitations, on a installé des activités économiques sans penser au transport en commun ou aux mobilités. L'enjeu aujourd'hui, c'est de les penser en amont et d'agrafer les territoires qui, eux, ne sont pas desservis. Et c'est un peu l'enjeu de ce genre de projet emblématique. Et puis, cet enjeu-là aussi, enfin, je le dis, c'est aussi important. L'enjeu, c'est de mobiliser toute cette dynamique au service des territoires pour permettre effectivement aux habitants qui travaillent eh bien, de pouvoir circuler et qui souhaitent pouvoir circuler sans l'usage de la voiture. J'en profite pour saluer Monsieur le maire de Lyon qui avait une urgence et qui nous accueille aujourd'hui et ce soir. Nous étions en train d'effectuer la présentation du réseau et bien évidemment, nous vous passerons la parole juste après. Nous en étions au pilier. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de renforcer l'offre et de mailler, puisque ce qui fait le succès d'un réseau qui est le 2e réseau de France comme le nôtre, c'est surtout le développement de cette offre. 5 lignes de tramway, 6 actuellement en cours de réalisation, 4 lignes de métro. En se projetant, c'est une 5e ligne, une 5e et nouvelle ligne intégrale qui est proposée. Bien évidemment, des funiculaires, c'est historique, mais c'est aussi un vrai mode de déplacement aujourd'hui. Ce n'est pas que notre patrimoine, c'est aussi 2 funiculaires qui font l'objet d'une grande révision tous les 10 ans. Et donc, l'année dernière, Fourvière, aujourd'hui, bien évidemment, Saint-Just. Et puis, au quotidien, c'est 1000 bus, c'est 130 trolleybus électriques. C'est important parce que nous avons un réseau qui est aux 3/4 électrique avec le premier pôle européen de trolleybus électriques qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie vision de transition énergétique. Je pose la question de la politique environnementale comme un élément clé, puisque le contexte actuel nous y invite fortement d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que même au-delà d'un réseau quasiment opéré en électrique, le choix a été fait par l'ensemble des élus du Citral, après une expérimentation de plus de 2 ans, eh bien, d'anticiper la loi de transition énergétique. Elle nous oblige désormais, en 2020, à acheter 50% de bus propres et en 2025 à acheter 100% de bus propres. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller plus loin et de décider d'ores et déjà d'anticiper cette loi et de n'acheter que des bus propres à horizon 2020. Bus propres, pour nous, bien, malheureusement, ce n'est pas hybride, même si nous l'avions expérimenté, la loi ne l'a pas retenu. Ce sont des bus électriques. Et donc, d'ores et déjà, des procédures d'appel d'offres ont été lancées, elles sont en cours, pour équiper 2 de nos lignes, et puis aussi pour expérimenter l'hydrogène, donc la ligne C16 et la ligne C13, parce que c'est aussi l'ADN d'un réseau comme le nôtre, d'anticiper. Volonté aussi de placer l'innovation au cœur de vos projets aussi, une stratégie permanente de recherche
Pour trouver les meilleures réponses. Pour trouver les meilleures réponses et les coupler aux nouveaux usages, en fait. C'est-à-dire que en 1991, on a eu le premier métro automatique de grand gabarit du monde, la navette autonome à la Confluence, monsieur le maire, première navette autonome opérée. L'enjeu, c'est pas uniquement d'être sur l'innovation pour du cosmétique, c'est quels usages on va avoir derrière. Et donc, la navette autonome, telle qu'elle se préfigure et telle qu'elle sera à terme opérable, c'est aussi de l'associer à du transport à la demande pour faire ce qu'on appelle les derniers kilomètres un peu compliqués et rabattre sur les modes lourds, parce que c'est ça tout l'enjeu, c'est de faire avancer des modes lourds, du tramway, du métro, et à terme de faire du rabattement. Ce qu'on appelle des modes lourds, c'est le métro pour le néophyte que je suis. Métro, le tramway ou des lignes fortes, des lignes très fortes comme celle du C3 en site propre, qui permettent effectivement une cadence, une régularité importante. Et derrière, c'est de coupler tous ces nouveaux usages, et notamment ce transport à la demande qui pourrait être déclenché avec ces navettes autonomes quand elles seront une maturité. Et donc l'enjeu, c'est de pousser toujours plus loin l'expérimentation pour en faire un vrai mode de transport. Une position stratégique intéressante qui vous permet d'assurer une gouvernance partagée qui prend en compte l'ensemble des interlocuteurs. Mais c'est ça, c'est une gouvernance partagée parce que les territoires sont représentés. Ils sont représentés dans la gouvernance du Citral. Ils sont associés et concertés dans le cadre de l'ensemble des projets. On le voit aujourd'hui avec les territoires, mais pas que cela. L'enjeu, quand on va voir la concertation de cette ligne de métro E, c'est d'aller infuser tout l'ouest lyonnais et de ne pas se limiter aux seules communes desservies. L'enjeu, c'est de pouvoir agrafer tous ces territoires et d'assurer la meilleure desserte possible. Alors, ce que je vous propose peut-être, madame, parce qu'on ne va pas passer toute la soirée à parler du Citral, même si c'est totalement passionnant, l'idée, c'est qu'on rentre de manière effective et pratique dans ce projet. Donc, je vous propose de nous le présenter en une dizaine, quinzaine de minutes. Et puis, n'hésitez pas tout au long à commencer à poser des questions. Alors, moi, j'appelle ça des questions de compréhension. Parce qu'on va essayer de vous présenter vraiment le projet tel qu'il est imaginé, tel qu'il est envisagé. Et il est important que nous soyons clairs dans cette présentation. Donc n'hésitez pas à poser des questions, elles seront modérées. Je les récupérerai et je vous les adresserai, si vous voulez bien, Madame la Présidente. Je vous en prie. Alors, simplement, juste pour comprendre comment naissent ces projets, dans le cadre d'un plan de mandat, chaque plan de mandat, par exemple, on est sur le plan de mandat 2014-2020, en ce qui nous concerne, il y a des grands projets d'infrastructure décidés et votés par les élus. Et donc, dans le cadre de plan de mandat qui nous occupe plus particulièrement, eh bien, et on va peut-être le voir à l'écran, voilà. On avait dans ce plan de mandat la poursuite du métro B jusqu'aux hôpitaux Lyon Sud, ce grand projet structurant de métro, la création d'une 6e ligne de tramway, T6, qui permet d'agrafer et de passer de Lyon 7e de Bourg jusqu'aux hôpitaux Est, avec la première ligne de tramway qu'on décline en rocade. Il y avait également le site propre C3, qui est la ligne la plus empruntée du réseau. Sur cette ligne, c'est 55 000 voyageurs jour lorsqu'elle était opérée. Et puis, bien évidemment, comme il faut anticiper et préparer l'avenir, l'enjeu aussi, c'est de planifier des études, ce qu'on appelle des études de faisabilité sur les projets futurs. Et donc, 2 études. L'étude T6 Nord pour poursuivre le tracé du tramway, puisque à terme, en bouclage, c'est une rocade complète, c'est-à-dire qu'une ligne circulaire. Et puis le métro E, cette ligne qui permet d'agrafer Lyon jusqu'à l'ouest et notamment jusqu'à Alaï. Et donc ces études de faisabilité se sont déroulées de 2016 à janvier 2018. Elles ont fait l'objet d'une restitution auprès de l'ensemble des élus du Citral. Et derrière, elles ont fait l'objet d'une prise de décision de ces élus, c'est-à-dire à la fois d'opérer un choix parmi les scénarios qui ont été faits, et puis, sur les scénarios retenus, de décider de saisir la Commission nationale du débat public, dont les 2 garants sont présents, et puis de poursuivre les études préliminaires pour affiner ces études-là, au-delà de l'étude de faisabilité, en étant dans cette vision plus proactive et en étant aussi en interface avec ce qu'on appelle le plan de déplacement urbain, puisque l'axe de cette ligne figure sur ce plan de déplacement urbain qui avait été adopté en 2017 et qui flèche toutes les grandes dessertes de mobilité sur l'ensemble du secteur. Alors voilà, 12 scénarios au départ, on en a retenu 2, c'est ceux qui vont être mis en partage, si j'ose dire, et vous insistez sur le fait que
c'est important de le noter, ces deux scénarios ont été approuvés à l'unanimité, c'est important. Oui, cette délibération a été approuvée à l'unanimité. Elle avait deux objets, hein, la poursuite, la saisine de la Commission nationale du débat public pour déterminer selon quelle modalité allait être organisé le débat, cette concertation, et puis bien évidemment la poursuite d'études préliminaires, parce qu'on va le voir, pour poursuivre ces études-là et pour poursuivre ce projet, il faut aussi sonder le terrain, et on va le voir dans le cadre de ce débat-là, il y aura un choix de détermination de positionnement de stations, de lignes, mais ça s'interface aussi avec des vérifications techniques puisque ce sont des projets emblématiques mais complexes. Alors je propose peut-être qu'on découvre les deux itinéraires, parce que j'ai déjà une question, mais allez, je vous la pose tout de suite, vous pourrez l'intégrer. En fait, pourquoi on ne prolonge pas jusqu'à la Part-Dieu? Parce qu'en fait, on nous dit que finalement ça peut arriver à Bellecour, ça peut arriver à l'Hôtel de Ville, et pourquoi pas la Part-Dieu? Mais pourquoi pas la Part-Dieu? L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'étude de faisabilité, elle se déclenche sur un tracé, un tronçon de ligne avec une faisabilité, c'est-à-dire une ligne qui est faisable, c'est quoi? C'est une ligne qui est techniquement réalisable, qui est financièrement aussi réalisable, c'est-à-dire qu'elle est finançable, dans un délai acceptable. Et donc, telle qu'elle a été étudiée, la ligne qui fait 5 à 7 stations, un peu plus de 6000 mètres, aujourd'hui, bien, l'étude de faisabilité l'a confirmée. Maintenant, est-ce qu'elle sera prolongeable ? Eh bien, pourquoi pas? Et donc, l'enjeu de cette concertation, c'est aussi d'identifier les perspectives, alors pas toutes les plus saugrenues, hein, c'est d'ouvrir la concertation très largement, mais de dire que derrière, eh bien, s'il y a des perspectives, pourquoi pas? Je rappelle qu'aujourd'hui, nous prolongeons le métro B jusqu'aux hôpitaux Lyon Sud. Le tracé était défini dès 1978. Et ensuite, la faisabilité de la poursuite, c'est aussi en fonction des plans de mandat et du moyen qu'on y alloue. Et donc, bien évidemment, il n'y a pas de question aujourd'hui taboue, si c'est le sens de vos propos. On est dans une concertation ouverte. Ensuite, à l'issue de cette concertation et des études, bien évidemment, il y aura des choix opérés et il y aura des votes opérés sur des tracés, des implantations, et ce sera l'objet d'une inscription éventuelle au futur plan de mandat. Je vous propose peut-être qu'on découvre les deux trajets, parce que j'ai une autre question aussi sur les critères de sélection, mais je pense que dans la présentation, vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a présidé au fait qu'on ait retenu ces deux scénarios. Alors... Voilà, on va passer au slide suivant si vous voulez bien. Voilà, c'est un peu notre guide. Alors aujourd'hui, en termes de mode lourd, vous les voyez, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais vous les voyez s'afficher. Hein, on voit nos lignes de métro. On voit bien évidemment la ligne A, la ligne B, hein, les premières qui ont été mises en œuvre. Là, c'est tout le secteur, hein, mais on voit bien que la ligne D est importante pour cette desserte de territoire. Et puis les funiculaires. Mais on le verra sur d'autres tracés plus parlants. Voilà. Et donc l'enjeu, c'était de pouvoir aller d'Alaï, hein, on le voit en bout, jusqu'à Bellecour ou jusqu'à Hôtel de Ville. Ça, ce sont les deux trajets retenus, Bellecour, Hôtel de Ville. On voit bien à la fois les grisées de tracé. Et puis, au-delà, bien évidemment, en fonction de ces scénarios, bien Alaï-Bellecour, une connexion vers la ligne A, Perrache, Vaux-en-Velin, et une connexion vers la ligne D, Gare de Vesse, Gorge de Loup. Et puis, sinon, c'est le deuxième scénario alternatif, donc Alaï, Hôtel de Ville, où là, la ligne E, la future ligne E, pourrait se connecter aux lignes A et à la ligne C vers Cuire. Voilà. Et donc, quel que soit le tracé retenu, bien évidemment, le métro E visera à relier entre elles la presqu'île, les différentes centralités, les quartiers qui vont être traversés. Hein. Il y a des enjeux de desserte, de densité de population, de commerce, d'emploi, d'activité économique, et donc l'ensemble des périmètres de réflexion, et il concerne donc la zone, et notamment les stations. On voit la première zone s'afficher, Libération, Constellation, Ménival, où là, il y a très clairement un enjeu, un choix, et il y aura un choix opéré avec une possibilité, la possibilité d'envisager une station à Constellation. Donc on voit où elle est située par rapport à Alaï. Ou alors, autre scénario, et c'est pour ça que la concertation est très ouverte là-dessus, autre scénario, c'est une station à Libération, une station à Ménival.
Hein, on dessert différemment, on dessert plutôt par 2 stations que par qu'une station. Ça, ce sont des choix qui sont opérés à l'issue d'une large concertation. Ça, on en reparlera, c'est ce qui fera l'objet d'ateliers, bien évidemment, de visites de terrain, enfin toutes ces choses-là qui peuvent permettre de prendre une décision. Bien sûr. Ça fait partie des... Alors, est-ce qu'on peut évoquer justement cette question de comment on est arrivé à ces 2 scénarios? J'imagine que parmi les 12, il y en avait qui n'étaient pas acceptables en soi. Comment vous avez travaillé les critères qui permettent de dire finalement on va s'orienter soit vers Alaï Bellecour, soit vers Alaï Hôtel de Ville? Alors, dans les scénarios envisagés, il y avait, au-delà de simplement les critères, il y avait aussi, des critères géographiques et techniques. Par exemple, on a opéré d'autres modes. On a essayé aussi des scénarios avec tramway. Mais les pentes au-dessus de 10% ne permettaient pas, même avec un tramway à moitié enfoui, d'arriver à assurer cette desserte. Et donc, parce qu'on est quand même sur des voiries contraintes, des voies étroites, sinueuses, qui ne nous permettent d'ailleurs pas aujourd'hui de déclencher de manière efficace du transport sur des sites propres, hein, sans sinon mobiliser l'intégralité de la voirie au profit des transports en commun. Donc bien évidemment, ça faisait partie des choix d'arbitrage qui s'opéraient, j'allais dire, presque d'eux-mêmes. Et puis, bien évidemment, ça dépendait aussi des critères, de la densité de population à desservir, des difficultés techniques, de l'absence de place. Enfin, il y avait des scénarios, par exemple, mais on pourra éventuellement, si on a des questions, y revenir, mais on avait des scénarios en se disant, tiens, pourquoi on ne passerait pas, parmi les scénarios, pourquoi on ne ferait pas un débranchement à Gorge de Loup? Et là, vu le nombre de connexions ou d'interconnexions, bien évidemment, on n'avait plus l'attractivité d'une ligne. Parce que telle qu'elle est organisée ou cadencée, on a une fréquentation prévisible, je suppose qu'on y viendra après, oui. Voilà, qui doit être assez conséquente pour un métro. Et là, ce débranchement perdait un petit peu, j'allais dire, d'intérêt à ce niveau-là. Est-ce que parmi les scénarios, là je vois j'ai une question, vous aviez évoqué un téléphérique. On pose cette question. Alors, on n'a pas évoqué spécifiquement de téléphérique, on a lancé 3 grandes études. On a lancé 3 grandes études parallèlement, hein, l'étude Est, l'étude Ouest et l'étude Nord, où là on étudie tout mode, tout déplacement, moins dans une vision prospective comme le PDU, mais plus dans une vision, j'allais dire, de desserte efficace. Et aujourd'hui, ce qui est pertinent dans les téléphériques, c'est quand on n'a pas de survol de densité de population. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, si on met en œuvre du téléphérique, puisque parmi les spécialistes en France, même mondiaux de téléphériques, on a la société POMA qui travaille pour nous et notamment sur les révisions de nos funiculaires. L'enjeu, c'est de ne pas avoir à survoler une population très dense parce qu'on est sur ensuite de la mesure, j'allais dire entre guillemets, d'expropriation, de survol de propriétés bâties. Et donc l'enjeu, c'était en termes de fréquentation, d'attractivité, dans le cadre de ces scénarios, ne s'appliquait pas. Par contre, c'est un mode qui sera étudié sur d'autres dessertes, plus de points d'accroche. Voilà. Alors, on avait évoqué une première possibilité, peut-être qu'on peut avancer en termes de slides, sur un certain nombre d'implantations de stations. Voilà. Hein. Quand on avance sur l'implantation des stations, il y a une station Point du Jour, voilà, qui fait partie des stations comme Alaï, un peu positionnées fortement sur ce tracé. Et puis, si on continue, on arrive au secteur Saint-Irénée-Trillon. Et donc là, à l'image de ce qu'on avait pour les premières stations, là aussi, il y a une possibilité d'envisager une station à Saint-Irénée ou alors une station plutôt à Trillon. Et donc là, ça fait partie aussi des enjeux, des débats, de la concertation et des réflexions à mener pour pouvoir avancer sur le positionnement de ces stations. Alors, si on choisit vers Hôtel de Ville, je crois qu'il y a une station supplémentaire, je crois, oui, qui est envisagée. Parce qu'effectivement, il y a une connexion à Saint-Paul, voilà, hein, qui permet d'agrafer également, à l'image d'Alaï, où on est en connexion aussi avec la ligne de chemin de fer. Eh bien, écoutez, tram-train de l'Ouest lyonnais, et à Saint-Paul, on a également la possibilité de se connecter, et de se connecter également à la ligne C3. Là, pour le coup, rien n'est tranché actuellement, hein, c'est important. Non, pour le coup, c'est vraiment 2 scénarios complètement ouverts, hein, Alaï Bellecour, Alaï Hôtel de Ville, et c'est également des positionnements de stations qui ne sont pas figés définitivement, et puis surtout des alternatives, Libération Constellation Ménival et Saint-Irénée Trillon.
Alors, un dernier point peut-être sur cette partie-là, vous avez évoqué des notions d'études de faisabilité, je crois qu'il y a un certain nombre de sondages, hein, vous avez parlé de la géographie, hein, qui est une contrainte particulière, actuellement vous êtes en train de faire un travail de sondage. Oui, actuellement il y a un grand nombre de sondages, à peu près une 60aine. On voit ceux qui ont été réalisés et ceux qui vont être réalisés, on voit bien que tous les scénarios, enfin que les sondages se font sur tous les scénarios et donc n'excluent aucune station, aucun des deux scénarios retenus, parce qu'il faut sonder le sol, il faut étudier bien évidemment, il faut faire des forages. Rodolphe est à votre disposition s'il y a des questions plus précises sur les sondages, en l'occurrence aussi on aura, et l'enjeu c'est ça, c'est de connaître le sol sur lequel on va travailler. Il y a des dénivelés très importants, on a la Saône, donc l'enjeu c'est de bien évidemment anticiper, et puis ça permettra de positionner aussi techniquement les ouvrages. Alors on fait appel à un type de métro particulier, hein, qui intègre d'ailleurs toutes les évolutions technologiques auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure. Oui, on est sur un métro sur pneu entièrement automatique, puisque l'enjeu c'est de toute façon à terme sur l'ensemble de nos lignes d'automatiser toutes les lignes de métro. La D l'est déjà, la B va être automatisée en même temps qu'elle est prolongée, à terme également la A, et donc l'enjeu ici c'est d'avoir tout de suite un métro sur pneu entièrement automatique, avec aussi la nouvelle technologie qu'on va développer et la nouvelle accroche qu'on va développer sur le métro B, c'est-à-dire de pouvoir coupler deux rames, en fonction des temporalités, donc, et de pouvoir effectivement transporter plus de monde en fonction des heures de pointe nécessaires. Alors là, il y a une question qui vient assez spontanément. Moi, j'ai lu, on tourne sur un budget de 1,2 milliard d'euros. D'abord, c'est toujours compliqué de donner des chiffres si on ne les recontextualise pas. C'est une somme importante. On n'aurait pas pu la mettre ailleurs? Alors, c'est une somme importante, mais c'est une somme qui ne se déclenche pas. Un métro, ça se planifie sur une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ligne sur laquelle on opère la concertation sera mise en service en 2030. Je rappelle que du métro, on le prolonge régulièrement. Aujourd'hui, au plan de mandat 2014, voté en 2014, la prolongation du métro B jusqu'aux hôpitaux Lyon-Sud a été votée en 2014, elle sera mise en service en 2023. Les études sont très longues. On est sur des procédures aussi d'enquête, d'utilité publique, d'expropriation. Une fois qu'on a fait les études, des permis de construire obtenus, passer l'enquête publique, passer les concertations. Et donc ça prend autant de temps de préparer réglementairement, techniquement ces projets que de réaliser les travaux, avec ensuite l'arrivée des tunneliers. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un budget qu'on mobilise sur un mandat en disant ah bah, notre plan de mandat c'est 1,2 milliard, on fera que du métro. Non, parce que c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, 400 millions d'euros pour le métro B, 161 millions d'euros pour le tramway T6, 55 millions pour le site C3, renouvellement de matériel, automatisation de métro. On a aussi un financement Avenir Métro sur 2 mandats qui est comme ça. Renforcement aussi et achat de nouvelles rames de tramway. Voilà, 63 millions d'euros. Donc, dans un mandat, on fait du métro, on fait du tramway, on fait du renfort d'offres, on achète des bus, on va avoir un effort aussi d'acquisition en transition énergétique de nouveaux bus, ce qu'on appelle les bus propres. Donc ça se planifie, mais ça se planifie à long terme. La vision d'un territoire, c'est de le développer à long terme, et ensuite, bien par mandat, on priorise et on y affecte un certain montant d'investissement. Et donc là, pour donner un ordre d'idée aujourd'hui, on est à peu près à 300 millions d'euros mobilisés d'investissement par année. Sur l'année 2018, sur l'année 2019. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir mobiliser ces efforts-là. Et donc un projet de métro, ça commence, on immobilise une certaine somme, ça peut être 400 millions d'euros si on va très vite, 500 millions, et puis la suite au prochain mandat. Alors, un point important sur lequel il est important de revenir, c'est pourquoi un choix de métro en tant que tel. Vous avez évoqué un petit peu la géographie, c'est un élément important de choisir ce que vous appelez un transport lourd. Bien, c'est un élément important de choisir un transport lourd, et puis surtout, parfois, c'est la solution qui s'impose pour nous. C'est-à-dire que quand on a de l'espace sur les voiries, on peut partager les voiries avec voitures, tramway, site propre. Quand on n'a pas cet espace-là ou qu'on a des voiries très sinueuses, c'est un petit peu difficile aujourd'hui de dire bon bah écoutez, on ne fera plus que du tramway, les voitures ne passeront plus. On essaye de travailler intelligemment. Le transport en commun, son efficacité, c'est la multimodalité, l'intermodalité, la connexion avec tous les autres modes de transport. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir décliner le meilleur mode
sur le meilleur territoire. On a des pentes de 12%, donc déjà le tramway en solution technique, ça ne fonctionne pas. On a des voiries sinueuses et étroites, et donc aujourd'hui le mode qui s'impose, c'est le mode métro, qui permet aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, quand on a fait la ligne A et B, on était en tranchée ouverte, on a fêté les 40 ans, donc on avait de jolies photos, avec des trous béants. Bon, bien maintenant, on creuse très profond, et du coup, on amène des tunneliers qui font que ça passe sous les habitations, sous la colline. Enfin, on pourra rentrer dans plus de détails avec Rodolphe Munier si vous le souhaitez. Et donc, bien évidemment, l'enjeu, c'est aussi cette configuration. Mais pas seulement. C'est aussi l'attractivité d'une ligne de métro. Aujourd'hui, plus de 700 000 voyages jour se font en métro. Donc on voit bien que c'est une ligne, toutes les lignes qui ont été réalisées, opérées, comme la ligne D, puisqu'on arrive à peu près aujourd'hui à des projections de même fréquentation que la ligne D lorsqu'on l'a mise en œuvre. Eh bien on voit que le pari est gagnant parce que l'accroche est forte et qu'un mode lourd, ça permet de drainer et ça permet beaucoup plus d'encourager à poser sa voiture ou à connecter avec son vélo, ou surtout si on favorise l'intermodalité, et c'est dans cet état d'esprit bien évidemment qu'on organise aujourd'hui les transports. On va voir d'ailleurs tout à l'heure qu'il y a des enjeux majeurs pour les territoires concernés. Bien Je vous propose peut-être, je n'ai pas pour l'instant d'autres questions, si quelqu'un souhaitait poser une question, on a des micros, vous connaissez la règle, hein, monsieur, levez bien la main, on va vous apporter un micro. Je vais vous demander de vous présenter, monsieur, et d'être concis, si vous voulez bien, dans votre expression. Voilà, monsieur, levez la main, monsieur, voilà, voilà. De telle manière à ce qu'on ait le temps peut-être de prendre encore une ou deux questions et continuer avec Bicast, hein, ça fonctionne bien, continuez. Monsieur, merci de vous présenter. Bonsoir, c'est Marivan Barazé, je suis thésard Lyon 3 dans le domaine d'urbanisme. Je viens de passer une thèse sur l'agglomération lyonnaise, comment on peut le transformer pour une ville intelligente, pour atteindre l'objectif de Lyon d'être parmi les top 20 de villes métropoles européennes. Et je me concentre surtout sur la question de transport. Et si j'ai une question, en effet, c'est au niveau du métro, pourquoi ça ne sera pas à l'AI Perrache? Parce que, surtout avec, c'est un projet pour le 2030, ça veut dire que c'est un peu au même terme. Désolé parce que je ne parle pas très bien français, je suis pas. Non, mais je vous en prie, monsieur. Oui, et c'est en 2030, ce sera faisable, je crois, puisque si on fait une relation avec les travaux des anneaux de sciences, on ferme la ceinture de côté sud-ouest, et comme ça sera faisable en déplacement, le A6, A7, on peut vraiment aller plus au-dessus au terrain de Perrache. Comme ça, ce qui est intéressant de ce projet, c'est qu'on peut après le prolonger jusqu'à Jean Jaurès, et après même Saint-Fond si on veut un jour. D'accord. Alors vous évoquez, monsieur, pour résumer, hein, qu'on puisse répondre, pourquoi pas à l'AI Perrache? Oui, je vais seulement ajouter, parce que si on fait jusqu'à Bellecour ou Hôtel de Ville, il y aura une possibilité de prolongement en effet. Alors ce qui est très important d'avoir une possibilité de prolongement, et ce qui est au niveau de Saint-Paul, il y a peut-être un projet qui peut prendre 2030-2050, je ne sais pas. C'est le même métro C, le prolongement jusqu'à Saint-Irénée. Ça veut dire on travaille sur le même tracé de funiculaire F1, c'est-à-dire Lyon, Hôtel de Ville, Saint-Paul après F1. Ok, monsieur. Je vous invite. Merci, on va vous répondre. Et alors, je vous invite vraiment à vous inscrire aux ateliers, monsieur, parce que apparemment le travail préparatoire que vous avez fait va être très utile par la suite. Donc, pourquoi vous avez un peu entendu la question? Oui, alors c'était une question avec plusieurs tiroirs. Alors, Perrache a été un scénario envisagé. Pour l'envisager, en tout cas pour le réaliser, il fallait justement débrancher Perrache, c'est-à-dire qu'il fallait plus desservir Perrache. Perrache, c'est aussi un point de connexion train, donc c'était, j'allais dire, des enjeux de complexité assez importants, et c'est pour ça que le scénario a été écarté lorsque les élus ont décidé de ne retenir que deux scénarios. C'est-à-dire, sinon, c'était envisagé de neutraliser définitivement, longtemps, Perrache, et d'arrêter le service de la ligne A à Ampère, avec l'impact aussi que ça pouvait avoir sur les tramways. Maintenant, l'anneau des sciences, c'est un vrai projet emblématique. Je pense qu'aujourd'hui, on a Gérard Collomb, Jean-Luc Dapassano qui pourront vous en parler. L'enjeu, c'est qu'on envisage la connexion avec tous les modes de transport présents et à venir, mais qu'en lui-même, ce projet est un projet indépendant, c'est un projet de nouvelle ligne, et qu'à terme, bien évidemment, nous n'excluons pas non plus toutes les, j'allais dire, prolongations de lignes, toutes celles qui pourraient être envisagées. Mais la concertation, à un moment, elle doit être figée sur un tracé, ou deux tracés alternatifs, sur, je vais dire, une ligne réalisable, même si dans l'absolu, elle sera prolongeable. Hein. Je rappelle toujours l'exemple du métro B, qui était
dessinée dans sa configuration telle qu'elle le sera en 2023 dès l'origine. Alors j'ai deux petites questions, puis on va peut-être répondre après une question dans le public. La mise en place d'une ligne de métro, finalement, va jouer sur la configuration globale du réseau, et on me pose la question de savoir est-ce que ça va amener des suppressions de lignes, comment ça s'articule en fait finalement. Et j'ai une deuxième question pour le tunnel sur une question de sécurité. Comment on va assurer la sécurité dans le tunnel? Ça ne vous surprend pas, hein? Non, ça ne me surprend pas. Alors, chaque fois qu'on fait arriver un mode lourd, tramway, métro, on repense l'intégralité des lignes. C'est-à-dire qu'on rebat toutes les cartes, on remet à plat, je vais dire, l'intégralité. On a une diapo plus loin qui montrera un peu aujourd'hui le maillage qu'on a en bus. On repense tout. On repense tout parce qu'en plus, on le refait avec une volonté, j'allais dire, de maillage encore plus lointain autour de ces stations et de ces modes. Et donc l'enjeu, c'est d'aggrafer tous les territoires de l'Ouest, même d'assez loin, hein, dans l'Ouest, puisque j'allais dire entre guillemets, ce mode lourd permet de considérer que si on vient en voiture, si on vient en vélo, si on vient à pied, eh bien, on peut poser son véhicule ou on peut connecter sur le mode lourd et du coup décider effectivement de rejoindre, parce qu'on le voit aussi hein, dans le cadre de ces chiffres, c'est 6 km de ligne, mais c'est 10 minutes, que ce soit à l'AI Bellecour ou à l'AI Hôtel de Ville, c'est 10 minutes aujourd'hui dans la configuration de cette ligne, avec un cadencement assez conséquent. Voilà. Alors monsieur, on va vous donner la parole. Et puis je vous propose qu'on avance un petit peu. On a déjà au moins plus de 40 questions. Merci, continuez. Ça serait important. Monsieur, merci de vous présenter. Oui, bonsoir. Didier Le Goff, j'habite le 5e arrondissement. La question sera très brève. Vous nous avez présenté les différentes études d'options, les différents paramétrages, mais j'ai une ambiguïté sur le terme de projet. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet de création est en tant que tel finalisé dans son principe, ou est-ce qu'à contrario, il peut s'arrêter demain suite à une concertation qui s'avérait négative? Où réside le terme de projet? Quel est son contenu? D'accord, merci monsieur. Alors oui, on est dans une concertation sur un scénario. Le projet ne sera voté qu'en 2020 dans le cadre du futur plan de mandat s'il doit être voté. Mais là, on est dans une concertation préalable sur des études de faisabilité. On va, j'allais dire, au bout de cette première étape. On concerte avec l'ensemble des habitants, l'ensemble des usagers mobilisés. On pousse les études préliminaires pour déterminer précisément, faire ces sondages et, j'allais dire, éclairer de choix techniques les choix de concertation. Mais ensuite, bien évidemment, en 2020, ce sont, j'allais dire, les élus sur un projet porté qui voteront ou pas cette ligne dans le cadre du plan de mandat. Il y avait un élément, me semble-t-il, monsieur, dans votre question, mais trop sûr. C'est ça, dévoiler la question. Hein. On ne va pas redébattre de savoir si ça ne sera pas un métro, ça va devenir un téléphérique ou une ligne de tram. Alors là, aujourd'hui, on est sur des études métro, puisque les scénarios, les autres scénarios alternatifs, on a même fait un scénario où on ne faisait rien. Le scénario où on ne fait rien, on est exactement sur la même part modale. Hein, transport en commun, 19%. En 2030, 19%. 3200 voitures en plus. Bon, une congestion absolument... Mais on a tout étudié et également celui de ne rien faire. Alors, je propose peut-être qu'on va avancer un peu, monsieur, on vous redonne la parole. Vous êtes d'accord? Merci, monsieur, je vous en remercie beaucoup. On va avancer un petit peu parce qu'effectivement, c'est un projet qui est d'abord au service des habitants. Alors, vous l'avez dit, madame, à l'introduction, habitants qui ont été intégrés en amont même du processus dans lequel on est actuellement, que je crois que c'est un panel d'un certain nombre d'entre eux. 4 ont accepté de témoigner leur quotidien. Et ils sont présents pour certains d'entre eux, je voudrais les saluer, parce que voilà, nous avons eu la chance de les accueillir au Citral et ils ont bien voulu pour certains d'entre eux participer et même témoigner. Voilà, donc vous allez, pour ceux qui ne le sauraient pas totalement, découvrir ce qu'est la vraie vie, n'est-ce pas, messieurs les maires, de quelqu'un de Tassin, de quelqu'un de Francheville, qui veut se rendre en cœur de ville, allez, on va dire un matin entre 7h et 7h30. Je vous propose de regarder la petite vidéo.
J'habite à Saint-Irénée et je suis passé du bas de la colline au haut de la colline et ça a eu des conséquences importantes sur mes moyens de transport. J'utilise les transports en commun pour faire mes courses, descendre en ville comme on dit et j'ai des difficultés. Le matin, en fonction des matinées, je commence ma matinée soit de bonne heure et donc là je prends la ligne de bus et je descends en choulant dans des conditions qui sont très confortables, mais dans la majorité des cas quand je dépose ma fille, je me retrouve dans le flux migratoire, je me trouve un peu coincé, je bascule sur la ligne de métro où là je ne vous cache pas que pour moi le métro c'est une tranquillité, on s'assoit, on attend que ça passe et mis à part quelques arrêts intempestifs, on arrive à circuler très rapidement et on est sur des horaires qui sont quasiment garantis. J'ai fait le choix, par ma décision, de ne pas avoir de véhicule, de ne pas passer le permis de conduire et de ne vivre que autour des transports en commun. Je fais 3 changements pour aller de mon domicile travail et la même chose le soir. On peut actuellement faire un transport en 20 minutes de mon domicile à mon travail. En transport en commun, je mets 50. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun, pas beaucoup de choix. Il y a des créneaux qu'il faut absolument que j'évite. C'est avant 9h du matin, midi 2 et puis le soir. Dès qu'on est dans le bus, il y a des jours ça va être très rapide, on va être très heureux d'arriver à l'heure et puis le lendemain il va avoir pour aucune raison, on ne sait, ou pour la pluie, on va se retrouver à perdre un quart d'heure supplémentaire. Le gros point noir, c'est le retour sur la colline, comme on dit, après des sorties en ville, cinéma, théâtre, etc. Là, c'est gros point noir. Ou un train qui arrive à Pardieu tard, et voilà. Mais vous me disiez, Madame la Présidente, en aparté, et là, le métro, ça sera... Oui, je rebondissais sur ce que disait la dame en rentrant le soir, et je disais que sur le métro et l'ensemble des lignes, il a été décidé que fin 2019, sur toutes nos lignes de métro, ce serait le week-end, fin de semaine, jusqu'à 2h du matin, systématiquement. Voilà. Alors, ce que je vous propose, peut-être, messieurs les maires, c'est que vous puissiez les uns et les autres réagir. Je rappelle qu'on sera sur vos territoires de manière plus précise dans les prochaines réunions, dans le 5e, à Francheville et à Tassin-Ladminune, mais vous êtes, vous, les représentants de vos concitoyens, vous connaissez bien vos territoires. Que vous inspire, M. Colomb par exemple, que vous inspire un peu ces remarques? Elles ne vont pas vous surprendre, c'est un projet que vous aviez anticipé il y a longtemps. Non, lorsque l'on regarde effectivement, par exemple, cette carte-là, on s'aperçoit de la densité des transports en commun sur la droite de la slide qu'on nous présente, c'est-à-dire comment les territoires centraux, comment le territoire est est aujourd'hui desservi. Et puis ce qu'est le territoire ouest aujourd'hui, et on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucune desserte. Or, nous nous trouvons sur un territoire qui est pas aucune desserte, mais qu'en tout cas, ces dessertes sont prises dans la circulation. Or, nous sommes sur un territoire de colline où il n'y a pas beaucoup de choix pour pouvoir passer. On passe effectivement par Choulan, on peut passer par Saint-Just, mais chaque fois on est pris dans la circulation et donc c'est absolument impossible et donc les gens prennent forcément leur voiture. Que font-ils en général d'ailleurs pour pouvoir aller par exemple sur l'Est lyonnais? Ils essayent de regagner, par exemple, soit Choulan, soit effectivement l'avenue Barthélemy-Buillet, passer ensuite par le tunnel de Fourvière, repasser sur les quais du Rhône, ici juste derrière. Et donc si on veut réaliser ce que l'on souhaite, boulevard paysager à terme, il faut absolument qu'on ait des moyens de desserte collective. Nous avons mené il y a maintenant quelques années avec M. Dapassano le débat sur l'anneau des sciences. L'anneau des sciences est, à mon avis, une des conditions fondamentales pour que nous puissions aussi déclasser l'autoroute depuis Écully, pas déclasser, mais en tout cas l'aménager depuis Écully jusqu'à Pierre-Bénite, que nous puissions faire en sorte que nous ayons par exemple un certain nombre de bus qui puissent s'installer et donc supprimer un certain nombre de voiries et qui nous permettent finalement d'avoir un bouclage de l'agglomération qui soit cohérent. Alors, c'est un projet, à mon avis, global. Que faut-il faire du point de vue des infrastructures dans la ville? J'ai
pour les gens qui effectivement transitent par Lyon. Pas ceux qui viennent dans Lyon, mais ceux qui transitent par Lyon. Et ils sont relativement nombreux. Il faut qu'on puisse, et aujourd'hui cela peut se faire, mettre un système de surveillance au péage, par exemple, de Villefranche, en mettre un autre à la sortie, calculer le temps de parcours, et ceux qui vont tout droit, effectivement, les écarter ailleurs. Les écarter où? Moi, j'ai toujours pensé qu'aujourd'hui, nous avions des aberrations à Lyon, c'est d'avoir le tunnel de Fourvière qui était gratuit, la rocade est qui était payante, et le grand contournement est de Lyon, qui était gratuite, pardon, et le grand contournement est de Lyon, qui, lui, est aujourd'hui payant. Moi, je plaide depuis toujours sur le fait que l'on puisse effectivement avoir un grand contournement est de Lyon, il est possible, qui évite la circulation et sur la rocade et sur le tunnel de Fourvière, et ensuite desservir les communes de l'ouest lyonnais avec effectivement cette ligne E. On n'a pas toujours, je veux dire, la quantité de véhicules à l'esprit lorsqu'on parle de l'ouest lyonnais. Aujourd'hui, une ville comme Tassin est par exemple traversée par 50 000 véhicules par jour, c'est-à-dire que l'on est sur des chiffres relativement impressionnants. Et quand on parle du projet de ligne E, on en parle pour 2030. Ça veut dire que dans 2030, on va encore augmenter la circulation, et on voit bien les constructions, les réalisations qui aujourd'hui sont faites dans cet ouest lyonnais. Il est tout à fait nécessaire de répondre à ce besoin. Ensuite, cette ligne va croiser la ligne de chemin de fer qui vient de Brignais à Saint-Paul. Donc là aussi, il peut y avoir un certain nombre de correspondances et faire qu'on s'arrête effectivement pour prendre la ligne en direction les gens de Brignais, qui, vous savez, est un endroit de développement extrêmement important, qu'ils puissent s'arrêter, prennent effectivement le métro E et arriver au centre-ville. Très bien, merci pour cet élément de présentation. Monsieur Rantonnet, alors, pour ce qui concerne Villefranche, hein, c'est vrai que... Non, Francheville. Francheville, pardon. Dans quelques années, pardonnez-moi. On va essayer de faire plus près. Bien, bonsoir à tous. Oui, vous parlez, monsieur le maire, des déplacements. Il faut bien, juste un chiffre, 120 000 déplacements quotidiens entre l'ouest de Lyon et le centre de Lyon. 120 000 déplacements quotidiens. Vous évoquez, monsieur le maire, 50 000 véhicules dans Tassin. C'est à peu près la même chose dans Francheville. 120 000 déplacements quotidiens vers le centre de Lyon, c'est l'équivalent de 30 000 véhicules jour. On respire mieux s'il n'y a pas 30 000 véhicules jour, aussi bien à Lyon que sur l'ensemble des communes de l'ouest lyonnais. Voilà. Alors, à un moment donné, si vous voulez, si l'on veut mieux circuler, mieux respirer aussi. En plus, monsieur le maire, vous avez fait une enquête sur votre territoire qui est intéressant. C'est 90% des gens disent « j'utilise ma voiture pour des déplacements personnels ». Donc, il y a un enjeu très fort. Hein. Oui, parce que la grande différence par rapport à il y a 4 ou 5 ans, c'est qu'aujourd'hui, les voyageurs sont prêts à prendre les déplacements publics, sous réserve que les déplacements publics soient plus rapides que les déplacements privés. Et comme le réseau est saturé, ça a été suffisamment évoqué par vous, eh bien les gens préfèrent bouchonner dans leur véhicule. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et comme cela a été évoqué par Madame la Présidente, montée de Choulan, difficile de faire un tram ou un site propre. Alors, quelles sont les attentes, hein? Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler, mais je trouve que votre questionnaire est très intéressant. Vos concitoyens ont des attentes très très précises de ce point de vue-là. Hein. Oui, je dirais que c'est la rapidité. La rapidité, donc à l'AI bien sûr, des parcs relais, ça c'est clair aussi, et puis surtout une gare multimodale à l'AI. Monsieur Collomb vient de l'évoquer, on a la chance d'avoir une ligne Brignais-Saint-Paul qui mérite d'être améliorée, certes, mais elle a le mérite d'exister. Si on a une gare multimodale à l'AI qui permet à la fois l'anneau des sciences, le TER et le métro, on règle une grande partie de tous les flux de circulation de l'ouest lyonnais, non seulement pour les Lyonnais, mais pour tous les métropolitains de l'ouest lyonnais. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Monsieur Charmeau, j'imagine qu'à Tassin, c'est à peu près la même problématique. Hein.
Oui, effectivement, il a été indiqué un chiffre, je pense, assez impressionnant. Mais le plus impressionnant, c'est qu'on peut le multiplier par 2, parce qu'en réalité, la situation de 45 000 à 50 000 véhicules, c'est celle que l'on connaît à la fois dans le quartier de la Libération, qui fait l'objet d'un des sujets sur l'implantation d'une station, mais également sur le secteur de l'horloge. Donc c'est vous dire combien la présence de la voiture en plein cœur de ville est un sujet et un véritable problème dans notre commune, et qui reçoit d'ailleurs un flux venant d'un territoire assez large de l'ouest lyonnais. Et pour donner quelques éléments, les personnes que nous croisons, que je croise, et qui s'expriment, nous disent que sur les 3-4 dernières années, ils ont connu une augmentation de leur délai de déplacement en véhicule de l'ordre de 10 minutes. Et il faut le rappeler, en tout cas je crois qu'aujourd'hui ici tout le monde en est conscient, désormais la première demande de nos concitoyens, c'est celle de la mobilité. Donc il nous faut répondre à cette question de la mobilité, c'est leur première demande, avec d'autres bien sûr sur les éléments de cadre de vie et de sécurité, qui pourraient se rejoindre d'ailleurs, mais c'est vraiment la première demande. Donc pour nous et pour le territoire, parce qu'il s'agit bien de réfléchir sur un territoire, la question c'est d'éviter ce que l'on connaît, d'éviter que ça se multiplie, celle de la thrombose de la circulation dès qu'on a un incident. Et je ne viendrai pas plus, mais on s'en doute, sur les sujets d'actualité et d'avenir, sur la qualité de l'air. Donc un projet comme celui-ci, c'est effectivement déterminant pour faire en sorte qu'il y ait une alternative crédible, mais surtout qui dissuade, même s'il ne s'agit pas d'opposer deux modes de déplacement entre le véhicule et le transport lourd en commun, mais qui dissuade, tant que faire se peut, d'utiliser un véhicule qui vient justement compliquer la mobilité, qui est de l'ordre, on le rappelle, de 30 à 40 minutes quand même pour se rendre de notre secteur vers le cœur de Lyon. On n'a pas le temps de faire un aller-retour entre midi et 2 pour déjeuner à la maison, hein. Ça c'est sûr. Très bien, merci pour ces éléments. Je vous propose peut-être, on a une question, je vais vous poser, mais peut-être, monsieur, je vous avais enlevé la parole, on va vous la redonner. On vous la donnera à vous, madame, après. Jean-Louis Mignotte, à Tassin. J'ai bien noté, je vais reprendre, si vous voulez bien, les arguments pour faire une ou deux suggestions différentes. Vous nous proposez une alternative dans Lyon. Par contre, vous nous imposez à Laly, à Tassin. Je voulais me permettre de faire une suggestion différente qui soit à la fois multimodale, j'emploie les mêmes mots, qui prenne non pas un TER mais 3 TER, c'est-à-dire au point de jonction des 3 TER, celui qui vient de Brignais, ceux qui viennent de l'ouest et du nord. Hein, c'est les 3 renards. On en parle pour l'anneau des sciences. Je pense que ça serait une alternative qui vaudrait la peine, et d'avoir les 3 TER au lieu d'un seul, d'avoir aussi 3 bus qui descendent sur les 3 renards en venant de l'ouest. Et si on passe par Libération, on a le C24, on a le C21, on a aussi le 55, on a le 86 et le 98. Donc on a, à mon avis, une réponse à un plus grand nombre. Deuxième suggestion que j'ai faite par écrit au Citral, c'est de transformer le TER. Il y a un exemple à Paris, c'est que les TER ont été transformés en RER qui traversent la ville. On a, à mon avis, la possibilité, avec ces TER, d'en faire des RER, rejoindre vers Gorge de Loup le train qui vient de Villefranche, pour aller vers Perrache et la suite. Il m'a été répondu qu'il y avait un problème de débit dans un tunnel. C'est le Citral qui m'a répondu ça. Je n'ai plus le nom de la personne qui m'a répondu par écrit. On va vous donner les éléments. Mais je pense que ça serait un truc à étudier, même s'il y a un problème de débit dans un tunnel, parce que transformer les TER en RER, on le voit à Paris, c'est vital. Pour nous, ça n'a pas encore été énoncé. Merci, monsieur. Vous voulez répondre tout de suite, madame la présidente? On donnera le micro. Vous pouvez donner le micro à madame. Pendant ce temps-là, peut-être quelques éléments de réponse. Oui, peut-être juste dire que dans le cadre de la loi mobilité, on nous permettra peut-être, quand on est autorité de transport en commun, de pouvoir opérer sur du ferré.
Pour le coup, ça n'est malheureusement pas des ouvrages qui nous appartiennent et sur lesquels on peut travailler. Par contre, des réunions de travail sont faites pour être plus en intermodalité, plus en connexion. Mais aujourd'hui, ce sont des lignes de chemin de fer, c'est SNCF et Région sur ces lignes-là. Il peut y avoir de la pertinence. Après, on ne répond pas aux mêmes attentes. Nous, on est sur du transport urbain qui sera cadencé à la minute, voire à la seconde. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux que d'avoir un train qu'on améliorerait en cadencement et qui serait, parce que là, aujourd'hui, c'est l'enjeu au mieux au quart d'heure. Avec des flux qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que sur les lignes de train SNCF, on est à plusieurs milliers de voyages, quand on est à 1,7 million de voyages par jour et presque 500 millions par an. On voit qu'on n'est pas sur les mêmes flux ou les mêmes cadencements parce qu'on ne répond pas exactement aux mêmes enjeux. Ils sont très complémentaires, mais ce ne sont pas les mêmes. Un métro, ça n'a pas le même objectif qu'un train, mais ça doit être en connexion pour effectivement assurer les connexions et le débit des flux. Et donc c'est au-delà même d'une difficulté technique, parce que effectivement dans les projets qu'on connaît, notamment sur la Saint-Paul-Lausanne, il y a de la sécurisation, il y a des investissements à faire, mais vraiment au-delà, on est sur du transport urbain, vraiment cadencé à la minute, à la seconde, quand, avec des millions de voyages, quand de l'autre côté, on est sur du chemin de fer, voilà. On vient de plus loin, mais on cadence moins de monde. Allez, madame, on vous donne le micro. Écoutez, monsieur, vous aurez l'occasion d'en reparler. Bonjour, je suis Séverine Fontan, je suis élue à Charbonnières. Je suis ravie, à Charbonnières-les-Bains, je suis ravie d'entendre qu'il y a enfin une proposition de transport en commun sur l'ouest lyonnais. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup à l'est, donc je vous remercie. Maintenant, j'aimerais que ce milliard d'euros qui va être investi puisse profiter aux autres communes qui seront autour d'Alaï. Notamment, je pense à tous les lieux d'activité économique qui s'y trouvent et qui vont s'y trouver, comme Sanofi Pasteur à Marcy-l'Étoile, Boiron à le Bas de Francheville, le futur campus du numérique qui sera à Charbonnières, les grandes écoles à Écully. Actuellement, si on se rend dans ces secteurs de lieux d'activité économique, pour aller directement à l'AI, à mon avis, c'est impossible en transport en commun, ou alors ça veut dire repasser par Vez pour remonter à l'AI. Donc c'est dommage parce que cette ligne de métro ne desservira pas ces lieux. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez pensé peut-être à des liaisons, des nouvelles liaisons, parce que vous disiez que tout était réétudié quand il y avait quelque chose qui se faisait. Est-ce que vous allez penser à de nouvelles liaisons peut-être plus directes et plus rapides qui vont aller d'Alaï directement à ces lieux d'activité? Et dernier point pour répondre à monsieur le maire de Lyon, vous parlez d'une connexion entre le TER et le métro. Là, il va falloir qu'on se mette à travailler sur le ticket unique, sinon ça ne marchera probablement pas. Ok, merci madame de la suggestion. Élément peut-être de réponse. Alors monsieur me faisait remarquer que sur sa première remarque, les 3 TER à l'emplacement des 3 renards, là. On prend note en fait de toutes vos observations. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je vais vous dire super, on passe aux 3 renards. Non, mais c'est bien évidemment pris en compte dans la concertation et c'est aussi l'enjeu du débat. Pour répondre à madame, alors déjà l'enjeu c'est d'envisager les stations, notamment à l'AI, comme vraiment une gare multimodale avec la manière d'organiser cette interconnexion de tous les modes de transport. Et l'enjeu aussi c'est qu'en fonction des stations, au regard de la place qu'on aura, en fonction de l'implantation, que les stations, toutes les stations, soit un peu une porte d'entrée multimodale, selon qu'elle connecte plus au nord-ouest ou plus au sud-ouest. Et donc ça, c'est un vrai enjeu qui est pris en compte aujourd'hui dans la manière dont elles vont être organisées, séquencées. Ensuite, vous parliez effectivement du campus Lyon-Ouest. Ça fait partie de ce qu'on appelle, dans le plan de déplacement urbain, de l'axe A4. Et donc, cette desserte, bien, écoutez, on n'attend pas 2030 comme prévu au PDU. On l'a d'ores et déjà, lancé, puisque les travaux sont en cours de réalisation, pour que cet axe A4 soit préfiguré immédiatement dans le courant de l'année 2019 et 2020. Donc, on a aussi, au-delà de l'enjeu de repenser tous les modes et de repenser toutes les connexions, d'assurer au quotidien. Il y a des projets, j'aimerais quand même le faire comprendre, aujourd'hui on est sur une concertation d'une nouvelle ligne, d'une future ligne de métro. Au quotidien, on pense les mobilités également, dans le temps immédiat. Et donc l'axe A4, bien, c'est une réalisation qui est immédiate. Le campus de Charbonnières, c'est de l'adaptation de l'offre. C'est-à-dire qu'au moment où il est lancé, organisé, mis en service, l'offre va être pensée pour sa desserte.
Ça, c'est vraiment de l'adaptation de l'offre au quotidien. Il y a un EHPAD qui ouvre, il y a un pôle d'activité qui se développe. Eh bien, on renforce l'offre, on crée des lignes, on dévie des lignes. Voilà, c'est vraiment le quotidien. Alors, je vous ai posé une question sur un bout de la ligne E, mais de l'autre côté, j'ai une question, elle ne vous étonnera pas non plus. Il y en a d'ailleurs beaucoup, me dit-on. Pourquoi s'arrêter à Alaï? Parce qu'en fait, c'est un des éléments qui complète la question de madame. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que dans la concertation, on doit avoir un point de départ au moins pour l'encadrer. Ensuite, la concertation va amener des propositions de prolongation d'un côté, de prolongation de l'autre, de modes alternatifs, de connexion, de positionnement de stations ailleurs, plus en connexion avec le Nord. L'enjeu, c'est de bien évidemment prendre connaissance de tout ça et puis d'avoir un bilan de concertation sur la manière dont toutes les propositions auront surgi. Et derrière, ce seront des choix opérés. Donc rien n'est figé, totalement. Alors, rien n'est figé, sauf qu'on est quand même sur une concertation d'une ligne, parce que sinon, on pourrait aussi faire une concertation sur tout le transport sur le département. Ça, ce sera un autre débat. D'accord. Alors, il y avait un élément sur lequel vous vouliez insister pour qu'on termine sur ce point-là, peut-être, madame. Vous venez un peu de l'évoquer, c'est bien sûr penser cette ligne avec toutes les interconnexions qu'il va y avoir avec, qui va permettre effectivement, finalement, d'optimiser, et le métro reste, pour vous, la meilleure solution. Le métro, on l'a expliqué, hein, ça restait la meilleure solution parce qu'on on est techniquement aussi sur un territoire. Le métro, on n'est pas soumis aux aléas de la circulation. Hein, un bus, s'il n'est pas sur son site propre, eh bien, il est bloqué quand il y a de la congestion. Quand les voiries sont compliquées ou sinueuses, eh bien, c'est pas facile de faire passer des bus et encore moins de faire passer des bus articulés quand il faut vraiment pouvoir desservir beaucoup de monde et pas laisser de personnes sur le quai. Infrastructure dédiée, donc effectivement sécurité, automatisation, ce qui fait qu'on cadence à terme vraiment sur des temps de parcours qui pour le coup sont garantis, hein, le métro étant l'un des modes le plus fiable. Je vois toutes les mains se lever, c'est monsieur Coste-Charrer qui va faire ça, et puis le métro c'est aussi très capacitaire. Voilà, c'est simplement sur ce mode-là, au vu des questions que vous avez et qui crépitent sur votre téléphone. Je reprends, il y a monsieur qui m'avait demandé la parole, et puis on va aller de ce côté-là. Monsieur, levez la main, on va vous apporter un micro, mademoiselle, si vous voulez bien. Et puis après, je vais avancer un petit peu, et puis on refera une salve suivante de questions, si vous voulez bien. Monsieur, alors c'est peu importe. Allez-y, monsieur. Dans le tracé qui va vers la gare de Saint-Paul, on ne voit pas apparaître de possibilité, sur les plans qui sont fournis, de possibilité de connexion directe avec la ligne D. Est-il imaginable qu'on investisse dans une ligne aussi importante que la ligne E, sans qu'elle ait aussi bien qu'avec la ligne A, une bonne connexion avec la ligne D? Alors, monsieur, prenez le micro tout de suite pour peut-être... Mademoiselle, donnez le micro au monsieur à côté, s'il vous plaît, merci, puisque vous vouliez poser la question. Non. Ah, excusez-moi. Ah bon, très bien. Alors, il y a un monsieur là-bas, et puis après, je vous propose un élément de réponse, on avance sur un autre thème, et puis je vous redonne la parole. Hein. Non, mais c'est pour ça que je vous donne la parole, monsieur. Mais si vous ne la voulez pas, je la reprends. Dites-moi. Hein. Et éventuellement, donc, je constate qu'il y a M. le maire de Francheville qui vient en aide, le train-train passe par Francheville. Je pense, sans prétention, mais aujourd'hui c'est le train-train qui a une fréquentation d'environ 10 000 voyageurs par jour, ce qui n'est pas beaucoup. C'est également parce que ce n'est pas le même système de tarification. Or, la ligne Saint-Paul-Brigné, il me semble que le Brigné a atterri au Citral, je pense que c'est en cours, et donc justement entièrement sur le territoire du Citral. Est-ce que, à moyen est-ce qu'il y aurait moyen d'envisager une mise en commun, sans l'idée que l'horaire qui a été évoquée tout à l'heure, mise en commun de tarification entre Qu'est-ce que ça a été évoqué, oui. Et la ligne Saint-Paul-Brigné? Oui, ça a été déjà évoqué. J'en prends juste une dernière, madame. D'accord, on va vous répondre. Allez, je reprends juste une question, monsieur, là. Et puis après, élément de réponse, j'avance un peu sur un autre sujet, on vous redonne la parole, mais utilisez Bicast, hein. Vous n'avez pas de téléphone, monsieur? C'est dommage.
Allez, on prend une question là-bas. Oui, j'entends que Tassin et que l'horloge a une densité de population ou de voyageurs très importante. J'ai une suggestion à faire, c'est un mode de transport qui peut être rapide et qui ne vient pas concurrencer le métro. Il y a un départ de Saint-Paul, vous avez la ligne C3 qui part de Saint-Paul et qui est une ligne importante. Si on s'avance un petit peu le long de la voie ferrée de la SNCF, on peut installer un ascenseur, enfin une batterie d'ascenseurs qui va pouvoir desservir avec un petit pont, qui va desservir tous les... excusez-moi. Tous les lycées qui sont autour, c'est au moins 3000 élèves qui sont là tous les jours. Je n'ai pas terminé. À partir de cet endroit-là, c'est-à-dire au niveau du chemin de Montauban, on peut tracer 2 tunnels, l'un qui s'arrête sous le pont de... Comment il s'appelle? Je ne sais plus, la passerelle qui se trouve après Loyasse, et un deuxième tunnel qui va rejoindre Trion. Ce sont des pentes qui sont à 4%, 5%, et donc des bus peuvent passer sans problème, et ensuite il peut y avoir un prolongement, s'il vous plaît. Non, je voudrais que vous ne soyez pas trop long parce qu'il y a d'autres personnes. Mais le prolongement qui peut aller jusqu'à Tassin, en passant par des voies qui sont pour l'instant piétonnes, mais qui pourraient très bien être utilisées, et d'autant plus que c'est des anciennes voies ferrées, donc qui appartiennent au transport. Merci monsieur. Alors je vous encourage monsieur à noter plus précisément votre dossier, et puis il y aura des ateliers participatifs. Ça sera intéressant de reprendre, on ne va pas trop vous répondre maintenant, mais on reprendra plus en détail votre proposition. Madame, ça va être un petit peu exercice un peu difficile, répondre sur connexion à la ligne D, la tarification, la proposition de ce monsieur. Je vais avancer, puis je vous donne la parole après. Alors, connexion de la ligne D, c'est pour ça qu'on a 2 scénarios. Après, on n'a pas arbitré sur ces 2 scénarios. Il y en a un qui connecte à la ligne A et la ligne C, effectivement, Hôtel de Ville Saint-Paul, et l'autre qui connecte à la ligne D également, la ligne A et la ligne D, c'est le scénario Bellecour. Donc ça c'est l'objet même aujourd'hui de cette concertation, sans arbitrage prédéfini. Après, sur la tarification, ce sont des sessions de travail qui sont organisées aujourd'hui avec la région et ainsi qu'avec la SNCF, puisque c'est un petit peu compliqué. On est au-delà de la multimodalité, c'est-à-dire qu'on a des cartes qui permettent de combiner les tarifs. Aujourd'hui, vous avez une carte Oura et vous pouvez prendre un abonnement TCL, un abonnement TER. L'enjeu, c'est d'aller plus loin, c'est de dire que quand on est sur le réseau qu'on opère, en tout cas sur notre réseau, on puisse, si j'ai bien compris, prendre le train pour le coût d'un ticket de transport ou vice-versa. Est-ce que c'est voilà. Donc là, ça suppose effectivement un travail beaucoup plus spécifique qu'on fait sur une tarification, parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière. La SNCF, c'est au kilomètre. Et puis nous, c'est une tarification, j'allais dire, sur la base de déplacement sur l'ensemble du réseau, mais pas au kilomètre. Un jour, ça viendra peut-être, si on étend les lignes un peu plus loin. Pour autant, comme on a un certain nombre de gares, avec certaines des dessertes, j'allais dire... qui permettent de connecter efficacement des points un peu plus éloignés. Là, on parle de l'ouest, mais on en a aussi un peu à l'est. Eh bien, l'enjeu, c'est de travailler et d'identifier sur ces gares-là, en tout cas, comment on pourrait parvenir à une tarification combinée. Donc, c'est un travail qui s'opère, qui n'est pas simple, mais qui s'opère. Voilà, pardon, monsieur, on va avancer un petit peu, si vous voulez bien. On vous donnera la parole tout à l'heure, monsieur. Je voudrais qu'on avance un petit peu. Et je rappelle que toutes les questions que vous n'aurez pas pu poser, vous le ferez dans le cadre des ateliers. Il y a une plateforme, il y a plein de choses, on vous le présentera tout à l'heure. Je voudrais qu'on avance un petit peu. On a bien évoqué l'intérêt pour les habitants, intérêt primordial, mais aussi, et vos questions le croisent un petit peu, c'est aussi en même temps un projet de territoire, madame, qui finalement va tourner globalement autour à peu près de 4 axes. Un enjeu de préservation de l'environnement, et il est quand même très très important. On l'a entendu, la notion de désenclavement des territoires, et pas uniquement en plus les territoires directement concernés. Vous l'avez déjà évoqué aussi un petit peu, la connexion à des projets existants. On vient de parler un peu de l'anneau des sciences, il y a d'autres projets qui existent, et tout ce qui va se jouer autour de l'intermodalité. Ce que je vous propose peut-être, madame, c'est un petit commentaire rapide, et puis on reprend thème par thème. Ça vous convient ?
Oui, je pense que la manière de développer les transports, c'est pas j'allais dire, entre guillemets, de passer d'un point A à un point B, c'est d'essayer de desservir tout l'écosystème, l'activité, ce qu'on appelle l'effet générateur, des hôpitaux, des écoles, avec je veux dire, un certain nombre d'outils à notre disposition, hein, des lignes spécifiquement dédiées comme des juniors directs. Voilà. L'enjeu, c'est vraiment de connecter le territoire et de permettre de pouvoir se déplacer efficacement pour travailler, pour les loisirs, à titre personnel, à titre médical. Ça, c'est un vrai enjeu. Et aujourd'hui, on a aussi des enjeux de respirabilité, c'est-à-dire de pouvoir vivre, j'allais dire, avec un souci bien sûr à l'environnement, mais vraiment ce souci prégnant pour tous ceux qui souhaitent bien vivre, mieux respirer, bien vivre en bonne santé dans leur ville. Et donc l'enjeu métropolitain, mais même au-delà, c'est de s'inscrire dans cette politique-là. Hein, je parle sous le contrôle de mes collègues de la métropole. Et donc c'est aussi ce souci particulier que fait le transport en commun. C'est par passager, j'allais dire, même sur nos bus qui ne sont pas électriques, 65 fois moins de particules par passager et par kilomètre parcouru. Donc on a vraiment ce sujet-là dans l'ADN. On essaye de le pousser plus loin avec cette vision et cette proactivité en matière environnementale. Ouais. Parce qu'on peut le porter. On l'a vu d'ailleurs ces jours-ci, il y a aussi tout un travail à faire sur les comportements, sur les mentalités. Je ne sais plus qui me disait tout à l'heure, en fait là on a eu des problèmes ces 2 journées. Il y a eu un transfert avec Ticker, 3 €, oui, c'est ça. 36 000 personnes m'a-t-on dit. Oui, en fait l'enjeu c'est d'accompagner aux bonnes pratiques. D'accompagner aux bonnes pratiques, c'est aussi d'accompagner le déclenchement de ces niveaux d'alerte. Et donc ça a été lancé l'année dernière en compagnie de mon collègue Pierre Raymond à la préfecture. Et donc l'enjeu c'est quand on a ce seuil d'alerte, on déclenche une politique spécifique de transport. C'est un ticket qui permet effectivement à 3 € de se déplacer tout le mode sur l'ensemble du réseau. Et on a, sur les 2 jours, vendu 36 000 tickets. Oui. Monsieur Dapassano, je pense qu'on arrive à un sujet là d'ampleur métropolitaine. Alors je crois que c'est important d'évoquer effectivement toute la réflexion à laquelle la politique de transport, la politique de mobilité d'ailleurs, participe sur le plan climat-énergie. C'est un enjeu majeur. Bien entendu. Alors, nous, niveau métropolitain, bien sûr, on soutient ce projet parce que nous avons quoi comme problématique dans la métropole? Nous avons la problématique de permettre aux gens de se déplacer à l'intérieur de la métropole dans les meilleures conditions possibles de rapidité, de confort et également avec un souci de la protection de l'environnement et de la santé. Et nous avons la nécessité également de nous occuper du trafic de transit puisque la situation géographique de notre agglomération lyonnaise fait que nous avons un très fort trafic de transit. Ce qu'on appelle le trafic de transit, c'est les gens qui ne s'arrêtent pas un instant, qui ne font que traverser l'agglomération, 44 000 véhicules jour. Et nous avons également à accueillir tous les jours dans la métropole pour les déplacements domicile-travail, les gens qui résident hors métropole mais qui viennent travailler dans la métropole, c'est-à-dire 200 000 personnes par jour qui viennent travailler de l'extérieur dans la métropole. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, on se rend compte qu'il nous faut des lignes fortes de transport en commun, des lignes fortes qui soient interconnectées pour permettre que les gens venant de l'extérieur, outre bien sûr les personnes qui habitent les secteurs, mais cela on en a déjà parlé, puissent accéder jusqu'aux lignes fortes de transport en commun et se déplacer en transport en commun à l'intérieur de l'agglomération. Si vous le permettez, j'ajouterai les autres modes, mais on y viendra peut-être tout à l'heure, comme le covoiturage aussi, sur lequel nous travaillons énormément, et ceci dans des conditions environnementales qui, pour nous, sont préoccupantes, puisque vous savez que nous avons, en janvier, voté le principe d'une zone à faible émission venant s'intégrer dans le plan climat que nous avions déjà voté. Donc, les transports en commun, c'est bien sûr quelque chose de très intéressant sur le plan de l'environnement. Les reports modaux également vers d'autres modes, comme les modes doux, comme le covoiturage. Quand il y a 4 personnes dans une voiture, c'est quand même autre chose que quand il y a 4 véhicules. Mais tout cela, il faut le travailler à l'échelle métropolitaine avec des interconnexions. Et nous croyons
énormément aux pôles multimodaux, et là il est question de faire un pôle multimodal très important à l'Étoile d'Alaï, comme on est en train d'en faire un à Saint-Genis-Laval aux hôpitaux, hein, avec la connexion avec le métro ligne B. C'est cela, je crois, qui est important, c'est que les gens puissent changer de mode de transport et changer de manière aisée, de manière facile, parce que si il faut faire un long trajet à pied entre l'instant où on laisse son véhicule et l'instant où on va prendre le transport en commun, eh bien c'est dissuasif. Donc il faut travailler énormément sur les pôles multimodaux. Je crois qu'il est question à l'Étoile d'Alaï d'environ 1000 places, hein, comme 900 aux hôpitaux. Ça, je crois, c'est la politique de la métropole. Alors on va se retourner maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure, vers les maires pour voir un petit peu comment eux voient cette approche. Alors une approche plutôt territorialisée. Monsieur le maire de Lyon, pour le 5e, et puis même pour le 9e d'ailleurs, puisque tout ça est relié, quels sont les avantages finalement de ces orientations qui sont prises, au-delà de la question même du transport? Non, mais c'est de permettre la réalisation de ce qu'on avait projeté. Je le disais tout à l'heure, si effectivement on ne résout pas ces problèmes de mobilité, on ne pourra pas écarter la circulation qui aujourd'hui se fait le long des berges du Rhône. Donc ce sont des projets globaux qui visent à permettre aux personnes, et elles sont prêtes maintenant à voyager d'une autre façon. Aujourd'hui, elles n'ont que la voiture comme instrument pratique. Ce que nous voulons, nous, c'est permettre à un moment donné de créer une espèce de ceinture où on pourra venir avec des rabattements de transport en commun, éventuellement avec sa voiture, mais d'avoir des parkings relais, et ensuite qu'au cœur de la métropole, on ne se déplace plus qu'en transport en commun. Lorsque l'on regarde effectivement nos secteurs, on voit bien que toutes les personnes qui veulent descendre sur Lyon passent par nos communes. Et donc le 5e arrondissement, le 9e arrondissement, Francheville, Tassin sont impactés. Mais ce matin, nous avions une collègue qui était hors de la métropole. Elle nous disait, nous aussi, ça nous intéresse, parce que pour pouvoir aller au centre-ville, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui totalement impossible. On est en train de doubler les temps de trajet. Voilà, c'est ça la problématique. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde quelles sont les grandes questions que se posent nos concitoyens, il y a le logement, il y a le transport, il y a les problèmes de pollution, les problèmes de santé qui sont liés aux problèmes de pollution. Avec donc la ligne E, nous résolvons l'ensemble de ces problèmes. Oui, il faut effectivement qu'on ait un large transport modèle. Après, est-ce que c'est réalisable techniquement? Il se trouve que je suis allé passer mes vacances du côté de Genève et j'ai dit je vais aller voir le métro de Lausanne pour voir effectivement comment il monte la pente, puisqu'on a des pentes de l'ordre de 12% sur ce parcours. Et effectivement, on voit que techniquement, c'est possible. Est-ce que financièrement, c'est possible? On l'a dit tout à l'heure, cela s'étale sur 2 mandats. 500 millions sur le mandat suivant, 700 millions sur le mandat d'après. Cela laisse quand même un peu de marge pour réaliser d'autres projets. Donc ce n'est pas simplement le métro et rien ailleurs, c'est effectivement réaliser les projets qui nous semblent aujourd'hui les plus impératifs. Et Fouzia Bouzerda disait qu'elle travaillait sur effectivement l'ensemble des cadrans de la métropole de manière à essayer de proposer les solutions qui sont les plus adaptées aux habitants. Merci, monsieur Antonet. Alors, c'est intéressant, à travers la question qui avait été posée tout à l'heure, en dehors de l'espace métropolitain, il y a une logique d'attractivité aussi pour vos territoires. Parce qu'on a toujours une espèce d'approche très centrifuge, si j'ose dire, des territoires, et là, ça marche dans les deux sens. Bon, Madame l'a très bien évoqué tout à l'heure, je dirais, l'attractivité économique suppose une offre de déplacement public adaptée aussi. La cartographie tout à l'heure qui a été présentée parle d'elle-même. Il n'y a pas d'attractivité économique sans une offre de déplacement adaptée. Autre point, la démographie à l'ouest de Lyon progresse plus vite, 8%, que sur l'ensemble de la métropole, 6%.
Donc il faut accompagner aussi cette croissance démographique et l'habitat, comme vient de le souligner M. Collomb. Et puis n'oublions pas non plus d'accompagner et d'anticiper, même si c'est à l'horizon 2030, le prochain déclassement de Fourvière. Il faut bien proposer aux habitants de l'Ouest lyonnais une solution alternative. Et pour les critères de relief qui ont déjà été évoqués, il n'y a pas d'autre solution que le métro pour passer d'1 heure de déplacement aujourd'hui à 10 minutes pour rejoindre Bellecour. Voilà. Monsieur Matassin. Oui, merci. En effet, la question du développement des territoires au travers d'un outil structurant de déplacement, elle est centrale, et notamment le développement économique, mais aussi le développement urbain, mais pas n'importe comment. Un développement urbain qui soit justement un moyen et un objectif de qualité par l'arrivée de systèmes structurants de transport en commun et qui renforcent l'attractivité d'un territoire, qui permettent de faire rayonner non seulement le territoire de l'Ouest lyonnais, mais je pense au-delà un rayonnement de l'ensemble de la métropole. Je voudrais rappeler à propos de population, on vient de citer des chiffres de 8% et 6%. Sur les 10 dernières années, si on prend la séquence 2006-2016, à Tassin-Lannemie-Lune, l'augmentation était de 21%. Donc vous voyez bien qu'il y a véritablement à la fois un intérêt majeur pour un développement économique, mais aussi une nécessité de mettre des moyens structurants pour accompagner cette évolution de la ville et, je dirais, d'anticiper aussi de futurs quartiers. Alors ça, c'est intégré dans un PLUH, j'imagine. Ça, c'est des choses qui... Alors, c'est intégré dans un PLUH, mais je pense, entre autres, dans les hypothèses de réflexion, notamment d'intégration de stations, à un secteur en particulier sur Tassin-Lannemie-Lune, qui est celui du secteur de la Libération, qui est tout à fait au cœur de ces enjeux de développement économique, de développement urbain et d'accompagnement et d'anticipation d'évolution de ces quartiers pour leur donner une qualité urbaine demain qui soit celle qu'attendent nos administrés. Alors, je vais vous redonner la parole. On va donner la parole à ce monsieur, mais juste avant, j'ai une question. On vous donne la parole, monsieur. Juste une question avant qu'on me pose aussi. Si l'anneau des sciences ne se fait pas, donc il faut peut-être trancher. Enfin, je ne sais pas s'il faut trancher, mais est-ce que le métro se fera? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait une complémentarité essentielle. Alors, je l'ai précisé au départ, hein, c'est-à-dire qu'on pense l'intermodalité, la connexion avec l'ensemble des modalités ou des modes de déplacement actuels et à venir, mais la ligne de métro est indépendante de la réalisation de l'anneau des sciences. C'est-à-dire que lorsque l'anneau des sciences, si l'anneau des sciences se fait, on fera en sorte qu'il y ait cette connexion, mais la ligne de métro n'est pas conditionnée ou subordonnée à l'anneau des sciences. Voilà, allez, monsieur, vous avez demandé la parole depuis un moment. Merci de vous présenter. Oui, Toriero, Lyon Métro, dans le microcosme des transports à Lyon depuis 55 ans. Je pourrais vous parler du métro jusqu'à demain matin. Alors, monsieur, vous n'avez que 2 minutes pour en parler. Qu'on soit d'accord tout de suite. Alors, voilà. L'histoire de la ligne E, ça part de ce plan-là, qui est sorti juste avant les élections, les dernières élections. En même temps, il est sorti le plan de la passante, que Gérard Collomb va rigoler. Alors, pardon, monsieur, je ne sais pas combien vous en avez combien? 3, parfait. Je suis déjà rassuré. Le plan du réseau ferroviaire lyonnais qui est à l'abandon, on pourrait en tirer 2 fois plus. Alors, monsieur, si vous avez une question particulière? Je ne retrouve pas mon projet dans ce qui est présenté. On oublie de passer à Chambert. On oublie de passer dans le quartier de Tourbienne, de Francheville, par là. Et donc, ce projet-là allait de Triomphe, passait par la gare Perrache, deuxième gare après la gare d'Alaï, mais passait par la gare Jean Masset. Et on s'arrêtait là dans un premier temps, et ce ligne E avait sa finition à la porte des Alpes. Monsieur, ce que je On vous... croisait T4, T1, T2, T6, la ligne D, c'était quelque chose... Mais non, je ne me reconnais
Ok, monsieur, ce que je vais vous proposer, hein, il y a des ateliers participatifs, venez avec les documents, et je pense que c'est le lieu le plus adapté pour pouvoir en parler. Allez, on a une personne de l'autre côté. Mademoiselle, si vous voulez bien donner la parole à ce monsieur. Allez-y, monsieur, là-bas. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Paul Thiam, je suis lycéen. Il se trouve... Approchez bien le micro, monsieur. Alors, je m'appelle Paul Thiam, je suis lycéen, et il se trouve que j'habite plus ou moins à 2 minutes de marche de la gare d'Alaï. Bon, les échéances qui sont évoquées pour le métro E, ce serait vers 2030, du coup. Mais 2030, c'est dans 10 ans. Aujourd'hui... Nous le savons, cher monsieur. C'est une simple question de calcul mental. Allez-y, allez-y, je vous en prie. S'il vous plaît, on écoute ce monsieur. Aujourd'hui, on parle notamment de Bellecour et d'hôtel de ville. J'ai une question par rapport à Perrache, moi. En 2011, la ligne 55 a vu son itinéraire modifié et désormais, du coup, lorsqu'on veut rejoindre Perrache depuis l'ouest lyonnais, soit on a de la chance et on habite à côté du C21, qui met plus ou moins 20 minutes quand ça marche bien, soit on doit prendre le bus jusqu'à Gorgelou, puis le métro jusqu'à Bellecour, puis changer pour aller à Perrache. Ah, monsieur, pardon, quel lien avec la ligne D'ici 2030, oui, est-ce qu'il y aurait des aménagements, des modifications qui sont prévues ou pas? On peut enregistrer la question, enfin, si vous voulez répondre, madame. Je vous promets, monsieur, on prend en note la question. Hein, ce n'est pas le lieu d'y répondre directement, mais on voit bien en quoi ça impacte le quotidien. Monsieur. Ça marche, monsieur, n'y touchez pas. Je m'appelle Joël Serafini, j'habite le 2e arrondissement. Je voudrais partager avec vous une remarque, une remarque positive et de bons espoirs à l'examen de ce projet pour le 2e arrondissement. Au regard des stations qui sont retenues et qui sont desservies par la future ligne E, je n'ai pas le sentiment d'avoir vocation demain à être un utilisateur au quotidien de cette ligne. En revanche, je pense qu'indirectement, en tant qu'habitant du 2e arrondissement, cette ligne est de nature à réduire le trafic routier qui transite par le 2e arrondissement et donc à réduire la pollution du 2e arrondissement, ce qui est pour nous un grand enjeu. Voilà ce que je voulais partager de positif comme réflexion. C'est une autre tonalité, je vous en remercie, cher monsieur. Alors, qui souhaitait de là? Voilà, monsieur, on va vous passer la parole. Allez-y, cher monsieur. Si je vous demande de vous lever, monsieur, voilà, c'est plus agréable pour se parler. Merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Alex Zémeyer. Donc, j'aimerais savoir le prolongement qui se ferait après 2000. Si jamais il y avait un prolongement après Bellecour, ce serait vers où? S'il n'y a pas de prolongement, pardon. S'il y avait un prolongement après Bellecour, ce serait vers Pardieu, forcément? Vous voulez dire, monsieur, s'il n'y a pas de prolongement de la ligne E? C'est s'il y a un prolongement, pardon. S'il y a un prolongement, ce serait vers Pardieu, forcément? Ou... Oui. Ok, je ne sais pas, monsieur. Ça pourrait. Ça pourrait. Ouais. Et du coup, ça serait mieux, personnellement, je trouve que ça serait mieux qu'il aille directement à la Pardieu, parce que pour faire la liaison Est-Ouest, on n'est pas obligé de passer par Bellecour, Saxe, vous voyez, parce que voilà, ça serait plus rapide, je trouve, qu'on aille à Bellecour, ça fait 15 minutes de trajet, et au lieu de 30 ou 35 actuellement, et ça réduit le nombre de voitures en ville aussi. Et c'est beaucoup mieux que s'arrêter à Bellecour. Merci, monsieur, c'est ce qu'on appelle une contribution, mais merci beaucoup, cher monsieur. Allez, je prends encore une question, et puis on est déjà presque dans la concertation, donc je propose qu'on avance pour vous présenter le processus de concertation. Monsieur, levez la main, merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est bien de vous qu'il s'agit. Alors, bonsoir à tous, moi je suis un ancien résident de Lyon 5, Giovanni-Rissiolo. En fait, donc, moi j'avais beaucoup l'habitude de prendre les transports, donc c'est plutôt une question topographique, parce que du coup je me suis permis de voir en fait les deux propositions en elles-mêmes. Moi j'ai une préférence pour Hôtel de Ville, hein, on est d'accord? Vous avez une préférence pour? J'ai une préférence pour Hôtel de Ville. Ok. Les 6 Il va falloir venir la défendre, monsieur. Hein, oui. Et en fait, j'ai vu les jonctions par rapport au funiculaire. Parce qu'en fait, j'ai vu du coup par rapport à Bellecour, il y aurait une éventuelle théorie qui pourrait éventuellement être mise par rapport au funiculaire de Saint-Just. Et je me suis permis aussi de voir sur celle d'Hôtel de Ville, celle qui m'intéresse, qu'il y aurait une jonction avec
fourvière, est-ce que ça poserait problème par rapport au dénivelé, par rapport à la crémaillère de Fourvière, en fait? Est-ce que ça poserait un éventuel problème? Alors, qu'est-ce qui pose problème, monsieur? On n'a pas sûr d'avoir bien compris votre question. C'est une question que je pose, en fait. Mais c'est quoi la question précisément? La question, c'est est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable, par rapport à ça, de faire une jonction avec les éventuels funiculaires par rapport aux deux propositions que vous avez? Dans la possibilité de hôtel de ville. Voilà, et oui, surtout hôtel de ville, mais voilà. Merci, monsieur. Merci pour votre question. Madame la Présidente, vous... Alors, j'allais dire, pour l'instant, on n'est pas sur un arbitrage définitif de concertation. Après, c'est pas connecté, mais c'est pas impossible, je veux dire, de l'imaginer. Hein. On n'est pas, voilà. L'enjeu, c'est une fois qu'on aura positionné définitivement les lignes, fait les scénarios et les stations, mais bon, pour le coup, voilà, c'est ce que je peux vous dire dans le cadre de cette concertation. Voilà. Et donc, ça y est, on est en train de rentrer dedans. Hein. Ça montre que on finalement... est dedans depuis un petit moment. On y est dedans. Oui, non, mais je veux dire, ça va être le dur là, qui va nous attendre après. Alors justement, revenons, si vous voulez bien, pour terminer cette réunion, sur le processus de concertation. Alors, on le voit bien, il y a une vraie volonté d'aller jusqu'au bout de la démarche, en multipliant les outils. On va y revenir. Oui, alors c'est une concertation comme on en a peu faite, parce qu'elle est quand même très ambitieuse dans la manière dont elle est organisée. D'abord, on a saisi la Commission nationale du débat public, donc on est aussi dans des concertations revisitées par le législateur notamment. Et donc, c'est une démarche très volontaire, ambitieuse, avec plus de 30 temps organisés, des ateliers cartographiques, des réunions publiques, un site dédié. La volonté, effectivement, c'est de faire partager, c'est de recueillir les observations, les propositions, et de pouvoir effectivement partager ce projet de territoire, qui est aussi un projet de mobilité et une vision, de la manière dont on se projette dans sa ville. Voilà, 3 mots-clés qu'on a évoqués, accessibilité, proximité. Accessibilité, proximité, décryptage. L'enjeu, c'est d'aller vers vous, c'est-à-dire que toutes ces réunions de proximité, c'est aussi d'aller au plus près. C'est d'ailleurs ce qu'on a retenu des échanges qu'on a eus avec les personnes qui ont été sondées, qui ont fait l'objet du panel. C'est d'aller au plus proche de leur territoire, avec aussi des rencontres de proximité sur les marchés, voilà, sur l'ensemble du secteur. Alors, je vais vous demander un petit instant d'attention. On va vous montrer, vous allez voir, il y a un outil qui a été très très bien fait, qui va vous présenter les différentes modalités de concertation. On reprendra 1 ou 2 questions sur le processus de concertation si nous ne sommes pas clairs. Donc, je propose qu'on envoie le petit sujet qui va nous présenter très précisément qu'est-ce qui va se passer à partir après les réunions publiques. La concertation préalable sur le projet de création d'une nouvelle ligne de métro depuis l'ouest de l'agglomération lyonnaise est lancée. Du 4 mars au 6 mai 2019, le Citral vous invite à participer. 2 mois pour vous informer et vous exprimer. Comment ? Près de 30 rencontres sont organisées près de chez vous. Lors des réunions publiques, vous découvrirez le projet et partagerez vos questions. Au cours des ateliers cartographiques, vous explorerez les différents scénarios de tracé et apporterez votre contribution sur les options d'implantation des stations. Pendant les ateliers techniques, les équipes du Citral décrypteront pour vous des sujets précis. Les acteurs du handicap et de l'accessibilité, de la mobilité, de l'innovation et du développement économique seront également associés lors de rencontres thématiques pour enrichir la réflexion. Le projet de métro Ligne E viendra également à votre rencontre sur les marchés, dans les espaces commerciaux, les parcs, les stations de métro. Depuis chez vous, vous pouvez également vous connecter sur métro-e-citral.fr, consulter l'agenda des rencontres, vous inscrire aux ateliers, découvrir les différentes composantes du projet et déposer vos avis, vos questions. Près de chez vous ou depuis chez vous, choisissez votre façon de participer et d'enrichir le projet. Voilà, donc on vous a expliqué un petit peu le processus. Je rappelle quand même qu'il y a 3 sujets. Tout est ouvert, on l'a compris, on est dans une capacité d'écoute, mais 3 sujets. Le choix du tracé, à travers, au départ, les 2 scénarios qui ont été retenus. Les zones d'implantation des stations, et on a vu qu'il y avait des problématiques qui pouvaient enrichir la réflexion. Et puis, on l'a assez peu évoqué, mais on l'évoquera bien à ce moment-là, tout l'environnement, parce que c'est de la qualité de vie aussi, c'est tout l'environnement, effectivement, de l'implantation de ces stations.
Voilà. Alors, je voulais simplement, pour qu'on termine, avant peut-être un petit mot de conclusion, évoquer, à moins que vous ayez d'autres questions, les supports. Donc, on vous a remis un dossier de concertation qui est assez complet. Je pense que vous y trouverez, je ne sais pas si je l'ai là, oui, je l'ai là. Vous y trouverez vraiment beaucoup d'éléments, déjà peut-être de réponses à vos questions. Donc peut-être quand vous viendrez aux ateliers, ça serait bien que vous ayez jeté un petit regard, un petit œil sur ce document-là. Ça, c'est la version complète. Ça, c'est la version, si j'ose dire, allégée. Vous avez l'essentiel qui est les informations qui vous sont rapportées là-dessus. On va vous distribuer aussi un agenda de la concertation pour que vous soyez très au clair concernant les dates de concertation. On vous a remis aussi un questionnaire, donc n'hésitez pas à le remplir. Vous avez une urne à l'extérieur, mettez-le bien dans l'urne. Vous n'êtes pas obligé de le signer, hein, ce n'est pas un souci. Et puis, on a essayé, on va s'essayer à un mur d'expression. C'est-à-dire s'il y en a qui ont encore 5-10 minutes et qui se disent « je n'ai pas pu poser ma question, il m'en a empêché », il y a des post-it. Vous écrivez sur un petit post-it, vous le collez sur le mur d'expression et nous vous assurons que l'information sera reprise. Vous voyez, donc on essaye de multiplier les mots. Et puis il y a la plateforme, vous pourrez en permanence aller sur la plateforme. Après, il y aura, j'imagine, dans les mairies, des dispositifs qui seront mis en place. Donc vous voyez, un dispositif qui se veut le plus complet possible. Messieurs les garants, voilà, vous avez été très attentifs, j'en suis sûr. Bien sûr. Donc, quelques éléments peut-être d'observation, et puis peut-être pour la suite aussi de préconisation. Je vous en prie, Monsieur Briand. Déjà, on peut noter, merci, la diversité des échanges et la diversité des interventions, puisqu'on a aussi bien parlé stratégie et perspective, multimodalité ou encore choix des stations avec des aspects concrets. Donc, pour nous, en tant que garant, je pense qu'on peut clairement dire que la concertation est bien lancée et qu'elle démarre plutôt bien. Après, sur tout ce qui a pu être posé, alors il y a plein de questions que j'ai vu passer, moi, sur Bicast, qu'on n'a pas pu forcément aborder aujourd'hui, c'est presque normal. En tant que garant, on a tendance à encourager les gens à faire deux choses. C'est déjà être théoriquement ces questions, enfin je dis théoriquement, je suis tout à fait convaincu de la bonne foi du Citral là-dessus, ces questions vont alimenter toutes les questions qui seront sur la plateforme qui vient d'être présentée. J'encourage tout le monde à être, je vais dire entre guillemets, vigilant par rapport aux réponses qui seront apportées, parce que finalement des questions qui ont été posées trouveront leur réponse soit lors des prochaines réunions publiques, mais aussi sur le site. J'encourage aussi tout le monde, bien sûr, à aller voir tous les dossiers, le dossier de concertation. Le dossier de concertation, il faut savoir qu'on l'a préparé avec le Citral. On a veillé à ce que la qualité des informations, leur transparence et leur intelligibilité soit le meilleur possible. Par rapport à ça, si d'aventure certains d'entre vous pouvaient poser des questions et n'arrivaient pas à avoir des réponses, n'hésitez pas, nous en tant que garant, on est aussi là pour finalement avoir une oreille attentive, non pas sur le fond, parce qu'on ne vous apportera pas les réponses, mais plutôt sur la forme, si le besoin s'en fait sentir. Alors je ne pense pas qu'on en arrive à de telles extrémités, mais en tout cas on est aussi là pour ça. Et théoriquement sur la plateforme, on a aussi nos adresses mail qui sont très faciles, c'est nom.prénom @garant cndp.fr, enfin vous pourrez les retrouver exactement, ouais. Elles sont accessibles et faciles. Voilà, on est là nous pour juger de la forme part bien. Et j'encourage vraiment tout le monde à poser des questions, à participer le plus possible. Et juste pour finir, je voudrais parler de la suite, parce que donc là on est sur 2 mois de concertation, mais une concertation finalement là on est sur le début, c'est-à-dire que suite à ces 2 mois, nous, on va, en tant que garant, via la CNDP, émettre un bilan. Ce bilan est à faire état de tous les avis qui ont pu être exprimés, des réponses qui ont pu être apportées. On se prononcera sur la sincérité des débats, sincérité aussi bien des questions que des réponses apportées, sur l'argument et l'argumentation qui auront pu être apportées. Toujours est-il que derrière, on pourra proposer des pistes, des sujets qui pourront être traités, parce que finalement, le Citral, au jour d'aujourd'hui, n'a pas forcément toutes les réponses techniques à apporter par rapport au champ des questions qui pourront être ouverts. Et donc, suite à ce bilan de concertation, le Citral, en tant que porteur de projet, publiera ce qu'on appelle tirera les enseignements de cette concertation. Donc, ce sera là aussi un document qui sera public. Et suite à ça, ces 2 documents publics viendront alimenter à la fin un débat public, une enquête publique, rien à voir. Une enquête publique. Et donc tout ça pour dire que l'intégralité du processus qu'on a démarré aujourd'hui va se poursuivre par ces 2 mois.
va se poursuivre également jusqu'à l'enquête publique, donc en 2025, si j'ai bien en tête le calendrier. 21. 21. Voilà, donc c'était sur ce... Voilà, un petit mot sur... Oui, bien sûr. Pour la sincérité, on a droit à la présomption d'innocence. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Autant d'ailleurs pour le public que pour l'ensemble des intervenants. Voilà, merci à vous, Madame la Présidente, vous avez ouvert notre réflexion. Merci de la conclure. Oui, moi je voulais remercier tous les intervenants qui sont avec moi et puis je voulais vous remercier d'être venus nombreux parce que cette concertation, lorsqu'elle est transparente comme le demandent les garants, on l'a voulu ambitieuse, on a beaucoup travaillé en amont avec l'ensemble des équipes pour que les documents soient les plus complets possibles, que vous puissiez avoir toute l'information, qu'elle soit et qu'elle se porte jusqu'à vous, c'est-à-dire des réunions de proximité, que vous puissiez effectivement solliciter, qu'on ait une vraie plateforme dédiée également pour ceux qui le souhaitent. Et c'est le succès de cette concertation, c'est aussi le succès des projets quand ils sont menés en partenariat. Donc moi, je voulais vous remercier tous et puis vous dire qu'il y a encore, je vais dire, 30 réunions, 30 temps spécifiques. Vous dire à bientôt, vous dire qu'aujourd'hui, on est sur la première réunion et que, bien évidemment, on aura à cœur, messieurs les garants, de pouvoir bien évidemment intégrer toutes les contributions qui auront été faites, pas simplement répondre aux questions, mais prendre en compte aussi toutes ces propositions. Et donc, voilà, nous voulions clôturer, remercier les maires présents et le représentant de la métropole, M. Dapassano, M. Colomb, M. Rantonnet, M. Charmeau, parce que vous l'avez vu, c'est aussi une démarche très partenariale de développement de territoire, j'allais dire, avec la volonté de faire avancer. Et vous l'aurez compris, même si on est sur cette concertation, c'est la volonté de faire avancer tous les territoires, sans opposer les territoires les uns aux autres et sans opposer les modes les uns aux autres, parce qu'ils sont tous pertinents en fonction du lieu où ils sont. Voilà, merci à tous. Merci Madame. Alors je vais juste vous rappeler que, je vous en prie. Alors, juste vous rappeler que si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, vous pouvez revenir, puisqu'on a rendez-vous le 6 mars, mercredi 6 mars, à 19h, à l'espace de l'Ouest lyonnais, pour le territoire du 5e. Ensuite, le 14 mars, à la salle Iris, salle Grappelli pour Francheville. Et le 19 mars, à 19h aussi, à l'espace culturel L'Atrium, salle Marivaux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour ceux qui seront avec nous mercredi. Bonsoir, messieurs.